Bonjour à toutes et tous, salut Bandini, salut Nico, salut Ishtar, salut la vie secrète d'un phénix. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans le Talk de France Info, 2 heures de 17 heures pardon, à 19 heures pour jeter un œil à ce qui se trame dans les coulisses de l'actualité politique, économique, diplomatique, géostratégique, du web, de la tech et des idées aussi certainement. 2 heures sur Twitch et sur TikTok avec vous, dans le chat, pour mettre un peu de raison là où tambourinent parfois un peu trop les passions. Ces 2 heures, on les fait avec vous, dans le chat, vous posez vos questions, je les passe directement aux invités. C'est votre espace, vous avez le droit de tout dire. Il y a 2 règles cependant. La première, c'est la courtoisie, la bienveillance, mais je sais pouvoir compter sur vous. On est sur le service public, s'il vous plaît. Et la seconde, c'est que votre question commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation, ce qui me permet de voir que c'est une question. Au programme de ces 2 heures, les pourparlers à Istanbul sur la guerre en Ukraine, sans Donald Trump, sans Vladimir Poutine, sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et pour lesquels Moscou a réitéré ses lignes rouges ces dernières 48 heures, c'est-à-dire pas de trêve inconditionnelle sans règlement, des causes profondes du conflit. Ce sera jusqu'aux 18 heures. 18 heures, heure à laquelle nous sauterons dans un train pour Bâle en Suisse, pays hôte de l'Eurovision, dont les demi-finales ont commencé hier soir. On verra que derrière le télécrochet le plus kitsch du monde, dans les coulisses, il s'agit des talents et des enjeux géopolitiques, ceci devant nous mener jusqu'à 19 heures. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h13, passé de 53 secondes à Paris, une heure de plus à Istanbul en Turquie. Istanbul qui accueille aujourd'hui les délégations russes et ukrainiennes pour parler de paix. Ce sont les premières discussions directes depuis 2022 et elles ne débutent pas sous les meilleurs auspices. La délégation russe envoyée en Turquie est qualifiée de farce par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui avait invité le président russe à venir sur place en vain. Volodymyr Zelensky qui ne vient pas non plus. Moscou qui estime que le président ukrainien est un clown et qui est un raté. Bonjour Hélène Comoué-Mouret. Bonjour. Madame la sénatrice, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste, vous représentez les Français établis hors de France, vous êtes vice-présidente de la commission Affaires étrangères et défense, vous êtes spécialiste de l'armement et de la défense un petit peu. J'ai à peu près tout bon. C'est ça. À vos côtés, en face de moi, Patricia Alémonière. Patricia, vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Mmh. Bienvenue à toutes les deux. Je disais, ce sont les premières discussions directes depuis 2022, sans Volodymyr Zelensky. On a pris ça à 15h30 heure française. Comment on explique que le président ukrainien, finalement, ne soit pas présent à la table des négociations? C'est une forme de parallélisme des formes. Un président qui parlerait à un président et donc qui ne parlerait pas du tout. Oui, moi je pense que, voilà, il y avait un beaucoup diplomatique à réaliser, pour, l'Ukraine puisque les Russes avaient déjà annoncé que le président, Poutine ne viendrait pas et le président Trump, lui, avait dit qu'il viendrait si il y avait, des avancées. Parce qu'il veut avancer, il continue à vouloir aller vite et donc pour, le président Zelensky, c'était formidable. C'était la démonstration que, de fait, le président Poutine ne veut pas de la paix. Pouvoir agacer suffisamment le président Trump pour que les États-Unis soient plus du côté de l'Ukraine que de la Russie. Mais, en fait, on voit que on aura des négociations qui, permettent quand même aux uns et aux autres, d'échanger et c'est important. Aussi d'analyser, les postures, voir où en sont les Russes aujourd'hui. Est-ce qu'ils restent absolument, figés sur, les différentes clauses qui avaient fait que 2022 n'avait pas abouti, hein? Donc voilà, moi je crois que c'est bien que les gens se parlent, hein, parce qu'on aboutira de toute façon à la fin de cette guerre par des discussions. Ça sera une résolution, politique et diplomatique, du conflit qui va faire qu'un jour, eh bien, les différents partis décideront que ça s'arrêtera et le plus tôt est bien sûr le bienvenu pour, sauver le plus de vies possible puisque on voit que c'est un conflit qui est d'ailleurs très meurtrier sur le plan militaire, mais qu'il est de plus en plus, pour les civils. Donc il faut que ça s'arrête. Patricia. Oui, alors, hormis toute ce côté positif en disant c'est mieux que rien, parce qu'en fait c'est simplement mieux que rien. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand même, c'est effectivement, Zelensky a fait dans un premier temps un beau coup en renversant la charge sur Vladimir Poutine en disant bon bah banco, hein, on y va, mais moi j'y vais, alors tu viens. En gros, grosso modo. Donc là, de nouveau, la balle est dans le camp, là, même pas de Poutine, elle est dans le camp de Trump. Ce qu'il faut voir, c'est que, les délégations sont intéressantes, en particulier la délégation russe. Qu'est-ce qu'on a avec, qu'est-ce que Poutine envoie? Il envoie C'est pas les ni mêmes son que, sont les mêmes que la dernière fois, il me alors, semble. ce sont les mêmes de 2022 et qui Mmh. sont ces mêmes? Un ex-ministre de la culture
hardliner en grave de grave qui a quand même modifié les livres scolaires pour tourner ça du côté du nationalisme russe. Et il est accompagné de quelqu'un qui est grosso modo le représentant ou le... Enfin, c'est un vice-ministre, hein, mais qui est en gros le représentant de la communauté des États dépendants de la Russie, de la grande fédération de Russie et des États dépendants. Ce qui veut dire que grosso modo, je vous envoie quelqu'un qui pourrait, pour qui l'Ukraine est un État dépendant de la fédération de Russie. Donc, franchement, c'est pas top. Tout ceci ne partait pas très bien. Je vous propose d'écouter Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui s'exprimait ce matin depuis Moscou. Zelensky a fait des déclarations exigeant que Poutine vienne en personne. Eh bien, c'est une personne pathétique. Cela saute aux yeux de tout le monde, sauf peut-être lui-même et ceux qui le manipulent. Puis, ses camarades plus âgés lui ont expliqué qu'il ne devait pas se comporter de manière aussi stupide et que des négociations étaient nécessaires. On a une personne pathétique, un comportement stupide, Volodymyr Zelensky qui est manipulé. On ne peut pas dire que ce soit très très amical. Il n'y avait pas de raison que ce soit amical de toute façon. Pourtant, il y avait beaucoup d'attentes et à tout le moins, ça s'est nettement dégonflé depuis 24 heures. Il s'est passé quoi en 24 heures? Il s'est passé que la Russie n'a absolument pas envie aujourd'hui de sceller un accord de paix, alors que le président Poutine ne veut pas perdre cette guerre et certainement ne peut pas accepter un accord où il aurait à dire à sa population: j'ai sacrifié des centaines de milliers de jeunes Russes pour rien du tout. Donc là, il envoie des troupes en grand nombre en ce moment pour essayer d'avancer. Il a quelques cibles de villes un peu symboliques et de se dire que si dans les semaines qui viennent, il a gagné du terrain et de nouveaux territoires, que le jour où en effet il y aura une négociation, parce que ça va s'arrêter et il ne va pas prendre l'Ukraine complètement, il ira à la table des négociations en disant: ben voilà, moi je veux une paix sur la base de territoires conquis qui sont à moi maintenant, je laisse le reste aux Ukrainiens. Et puis voilà, donc c'est ça qui se passe du côté russe. Et puis, bon, ce vocabulaire hein, méprisant, C'est le même voilà. que depuis le début du conflit. Oui, 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 absolument, mais de penser que voilà, le président Zelensky n'est pas quelqu'un avec lequel on va parler. Donc le président Poutine ne pouvait pas, grand empereur, bien sûr qu'il est, ne pouvait pas être à une table avec, parce ils disent aussi c'est un ancien comédien et ainsi de suite. Donc voilà, il continue à être, alors que le président Zelensky, sincèrement, s'est montré un chef de guerre et un chef d'État absolument incroyable depuis le début du conflit, puisqu'il est quand même, après plusieurs années de guerre, avec un pays qui est capable de tenir tête à la Russie, à l'armée russe. Voilà, donc voilà, mais bon, ça fait partie, vous savez, aussi de la propagande. Voilà, c'est facile hein, d'utiliser des mots comme ça. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, le président russe considère le président Zelensky comme illégitime, puisque effectivement, il n'y a pas eu d'élection suite à la guerre, et ce qui est inscrit dans la constitution qui a été validée par le Parlement ukrainien. Donc, Zelensky, lui, est un président légitime à nos yeux, mais il ne l'est pas aux yeux du président russe. Donc, penser qu'il se serait déplacé en Ukraine, c'était un vœu de journaliste à la limite, pour qu'on suive l'information et que tout ça fasse beaucoup de buzz. Je crois que ni Trump, ni Zelensky, ni Poutine ne pensaient qu'il y aurait une rencontre en Ukraine. Quant à savoir, la deuxième question, c'est si tout ça peut mener à quelque chose. Alors moi, je suis assez sceptique. Je suis assez sceptique parce que je pense deux choses. C'est que le président russe, d'abord, il veut en finir avec la conquête des oblasts. Hein, les oblasts, c'est ces fameuses provinces, grosso modo, les 4 qu'il a en partie annexées. Il y en avait 2 qui étaient annexées en partie durant la guerre de 2014-2015. Et puis là, avec l'offensive de 2021, il a grignoté 2 autres oblasts et il veut finir, parce qu'ils ne les ont pas complètement. Donc il veut finir le job et certains estiment et pensent, les Ukrainiens en premier, qu'il y a une méga offensive qui se préparerait et qui pourra avoir lieu en mai, juin, au moment où finalement les routes sont bien solides, il n'y a pas de boue et tout va bien. Alors, une fois qu'il espère, conquis ces territoires, alors, il y a 2 choses. Il les espère pour une
pour lui-même, hein, pour dire à son peuple, regardez, voilà, maintenant, bon, magnanime, on peut s'arrêter. Il y a aussi une forte pression des militaires au sein de l'armée russe, et Vladimir Poutine est obligé de tenir compte de ces militaires. Et les militaires veulent se venger de 2021 et veulent finir le job. Alors le job, ils ne pourront pas le faire finir jusqu'à la capitale ukrainienne, mais ce n'est que partie remise. Et penser que l'on va avoir un accord de paix avec les clauses profondes de la guerre, qui ont déclenché cette guerre aux yeux de Poutine, là, c'est se mettre les deux doigts dans les yeux, parce que Poutine ne lâchera pas sur les causes profondes de la guerre. Et les causes profondes de la guerre, parmi les causes profondes de la guerre, il y en a une qui nous concerne au premier chef, c'est le retour aux frontières de l'OTAN de 1997. Vous savez, il y a eu 2 extensions de l'OTAN. Il y a eu une première extension qui s'est faite en 95 ou 94, excusez-moi sur la date, qui était grosso modo l'extension de l'OTAN, on peut dire, à l'Europe centrale. Et puis après, il y a eu l'extension de 97 qui était aux républiques ex-soviétiques. Et puis maintenant, on a eu les dernières de 2024 qui ont été faites avec la Finlande et la Suède. Et ça, Vladimir Poutine, il voudrait bien le négocier. On ne parle même pas de l'Ukraine. L'Ukraine, pour lui, c'est un petit caillou qui finira un jour ou l'autre par faire rentrer, soit par annexion, soit en mettant un président fantoche à sa tête, à sa solde, comme en Géorgie, par exemple. Donc, pour lui, c'est non, ce qu'il veut, c'est bien plus. Il veut renégocier sa sécurité. Et sa sécurité, dont il ne cesse de nous matraquer, de nous culpabiliser, oui, c'est votre faute, c'est vous qui m'avez menacé. Il y a tout un discours, on va même aux anciennes négociations des années Nixon et autres, voyez. Donc, bon, moi je pense que la paix, elle n'est pas pour demain en Europe. On aura une pause, c'est certain, sur une ligne de front. Et c'est bien pour ça que les Européens veulent mettre des garanties de sécurité, parce que cette paix elle ne sera que temporaire. Est-ce que la sécurité de Vladimir Poutine, enfin de la Fédération de Russie, est vraiment menacée? Ah non, enfin moi, je ne pense pas que nous menaçons, Qu'est-ce qui mais, motive mais c'est ce idéologique. sentiment? C'est un sentiment, c'est totalement ancré dans sa mentalité. Et il y a tout un discours qui est construit, conséquent, et qui marche chez nous, à travers les réseaux sociaux, à travers les influenceurs, mais aussi à travers des hommes politiques français qui adhèrent à ce discours en disant, regardez, oui, finalement, on est inquiétant, on menace la Russie. Il ne faut pas oublier que l'OTAN, c'est une organisation qui est défensive, qui n'est pas offensive. Dans le chat, Alpha Blue, salut Alpha Blue, dit son narratif à Poutine, c'est un vrai délire de dictateur. Alors, dictateur, certainement, en tout cas d'autocrate, à tout le moins. Par contre, sur le mot délire, est-ce que c'est un délire? Qu'est-ce qu'il y a comme. Ah non. Non, c'est une idéologie. C'est une idéologie. Comme vous venez de le dire très très bien. C'est une idéologie qui est très ancrée, qui est partagée. Parce qu'il faut Oui. savoir aussi quand même que elle n'est pas récente. C'est quelque chose qui est ancré à la fois dans l'histoire russe, mais également, je crois, dans une population qui a une propagande avec des médias qui sont quand même à la solde du pouvoir et qui répètent les mêmes histoires constamment. Donc nous avons une population qui adhère et qui continue à adhérer et soutenir son président. Peut-être qu'elle n'a pas le choix non plus, enfin en tout cas on ne lui donne pas, parce que les opposants sont éliminés, les journalistes qui critiquent sont éliminés aussi, parfois jusqu'à l'élimination totale. Donc voilà. Donc oui, non, c'est un. Mais pour l'OTAN, ce qui est étonnant, c'est une méconnaissance finalement de ce qu'est l'OTAN. En effet, c'est une organisation militaire avec une structure militaire pour défendre le continent européen d'une attaque extérieure. Ce n'est pas du tout un objet, un outil que les Européens voudraient utiliser pour conquérir le monde. Je crois que la phase de colonisation de l'Europe est terminée depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre logique, tout à fait. Et de la part de aucun pays européen, à commencer par la France, il n'y a pas d'ambition hégémonique ailleurs. La France ne va pas faire la guerre, voilà. Donc, mais sur ce point d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le discours de Donald Trump. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est absolument totalement différent de ce qu'il a dit jusqu'à présent, où il était dans les deals, dans les choses comme ça, où il a fait un discours où il a dit, voilà, c'est la fin de l'impérialisme américain.
Nous n'avons pas plus envie d'aller à la conquête du monde, de jouer le rôle de gendarme du monde. Et donc, aujourd'hui, nous allons prendre en compte finalement les différentes cultures. Nous ne connaissons pas le monde entier et chacun doit voilà, être chez soi et essayer de gérer au mieux ses affaires. Et ce n'est pas aux Américains de le faire. Si vraiment il met cela en place, on va avoir un grand changement. Et en effet, peut-être qu'on peut aller vers une paix, en tout cas au Moyen-Orient, on le souhaite, et dans d'autres pays, où nous avons quand même, bon, une activité américaine, européenne aussi parfois, hein, où on essaye de bien faire et on fait tout le contraire parce que on le voit avec ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye. Enfin, les interventions occidentales ont quand même créé le chaos dans ces pays, et aujourd'hui, nous payons ce chaos-là. Mais enfin, nous en sommes dans ces 3 pays, mais il y en a d'autres aussi, quand même à l'origine. Donc, je crois que l'Occident a tiré toutes les leçons de cela et qu'enfin, nous sommes dans une nouvelle phase. Alors peut-être que, en effet, de tout ce que Donald Trump inflige au monde aujourd'hui avec sa guerre commerciale et ainsi de suite, qui est quand même pas très facile à gérer, et bien sûr, ce volet-là, si il est sérieux dans ce qu'il a proposé, dans ce qu'il a dit, eh bien, on va peut-être, en effet, pouvoir avancer vers voilà, un monde Plus apaisé. un peu plus apaisé, oui, et ça serait pas mal. Patricia. Un monde apaisé? Alors qu'on Euh, a tout le contraire en ce moment. Je vous alors sens là, dubitatif, consoeur. un monde apaisé en ce moment, je pense qu'on doit prendre un grand cachet d'aspirine et essayer de s'endormir, parce que le monde est totalement loin d'être apaisé. Non, on est dans un monde totalement fragmenté. On est dans une phase de reconstruction des alliances qui a commencé hein, déjà depuis un certain temps. On est dans un monde totalement chamboulé par l'arrivée de l'intelligence artificielle dont on est très loin de mesurer les effets les plus profonds. Et on est surtout... alors moi, je ne suis pas du tout dans le style, c'est le retour des grands empires, etc. On est dans une autre période. On est dans un monde totalement disloqué, où on a une partie de la planète qui a des alliances multiples, un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Multilatéralisme anarchique. Style l'Inde, un jour j'achète des avions à l'autre, le lendemain j'en achète à ici, un jour voilà, alliances multiples, sans parler de l'Afrique, de l'Amérique latine, tout ça, on va où finalement le business est le mieux. Et on est dans un monde business. C'est ça où je suis d'accord avec vous. On est dans un monde qui est un monde du deal. Et donc Trump, finalement, n'est pas un empereur qui ressemblerait à Titus ou à d'autres. Il est tout simplement un homme de son temps. Il a parfaitement compris quel est notre temps. Notre temps, c'est celui de la finance et de faire du fric. Et c'est aussi le temps de l'apparence, de l'individualisme et des réseaux sociaux, un max où il est très bon de montrer son visage et de dire ah ah regardez je suis le meilleur. Et qu'est-ce que fait Poutine? C'est ce qu'il ne cesse de dire ah ah regardez je suis le meilleur. Bandini dans le chat nous recommande un Xanax avec une grande gorgée de tequila. Je vous déconseille vraiment de faire ça. Ne faites pas ça. Non, pas de tequila et Et pas de pas Xanax pour dormir. d'alprazolam. Plus sérieusement, la vie secrète d'un phénix. Salut, la vie secrète d'un phénix. Son pseudo est amusant. Qui vous pose la question, davantage qu'à moi certainement. Du coup, l'extension du parapluie nucléaire dont a parlé notre président mardi soir, Plus Emmanuel sérieusement. Macron, sur un pays comme la Pologne, est-ce que ça serait une bonne anticipation face à la Russie? Bah, le parapluie nucléaire, c'est la dissuasion. Et il faut savoir ce qu'il y a dans le terme dissuasion. C'est empêcher... Emmanuel Macron a ajouté une petite subtilité. Je vous Oui. en prie, pardon. Non, pardon. Vous vouliez ajouter Non, la pas du tout. subtilité? Non, allez-y. Ah bon? Oui, je disais que le parapluie nucléaire, en fait, c'est simplement un autre terme pour parler de dissuasion. Alors, dissuasion, c'est empêcher l'autre de taper en disant qu'on a des moyens suffisamment brutaux et suffisamment forts pour infliger des dégâts très conséquents. Et donc, la dissuasion, ben voilà, l'autre est dissuadé de taper. Donc, cette dissuasion nucléaire, alors, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui au sein de l'Union européenne, d'un continent qui quand même est sous la menace russe, malgré tout. Et c'est vrai que la paix, et quand on parle de paix durable, c'est que tout le monde s'accroche à cette idée qu'il faudra quand même que ça dure quelques années. Hein, mais combien de temps? Parce que nous allons continuer à vivre avec le fait que nous avons de l'autre côté des frontières européennes un pays qui a des ambitions, alors sous prétexte en effet d'assurer sa propre sécurité, sous toutes sortes d'excuses, mais enfin avec des ambitions
quand même empirique. Voilà, bon. Alors, est-ce que la France est en capacité de le faire? Alors, la réponse, c'est oui, dans le sens que, en effet, depuis que la France a décidé de se doter de cette arme nucléaire et donc de cette dissuasion, l'idée a été que, bien évidemment, cela pouvait être étendu. Mais nous sommes aussi dans une autre logique qui est celle de la non-prolifération. Et je pense que il faut que nous tenions sur cette ligne-là, parce que aujourd'hui, nous avons un envol des dépenses militaires. Alors moi, je suis rapporteur pour l'équipement des forces armées, donc je suis en plein dedans et je vois un petit peu ce qui se passe. Mais l'augmentation du budget pour la France est sans commune mesure par rapport aux augmentations d'autres pays. La Pologne est à 5 aujourd'hui de son PIB, l'Estonie est à 7 Alors, ce sont peut-être des petits pays, mais qui font des efforts phénoménaux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la peur, en effet, d'une attaque et donc ils se préparent à se défendre. Et jusqu'à présent, cette défense a été assurée par les États-Unis, avec un président américain qui nous a dit et répété: «Ça suffit, vous êtes maintenant suffisamment riche et fort pour vous défendre tout seul, vous n'avez plus besoin de nous». Bon, donc il y a une grande attente là, un peu d'inquiétude, je pense, parce qu'au mois de juin, il y a le sommet de l'OTAN, justement, parmi lequel tous les États contribuent, mais le pays qui contribue le plus, ce sont les États-Unis. Bien. Et donc, il y a une peur des Européens de se dire, si les États-Unis se retirent, on va se retrouver un peu seul pour continuer à défendre le continent avec des structures qui existent, les normes et ainsi de suite. Et c'est ça l'OTAN, hein, il suffit d'aller à Bruxelles pour voir comment ça fonctionne. Mais ne pas être véritablement en capacité de le faire face à une attaque russe. Bon. Donc voilà, nous sommes dans cette logique aujourd'hui d'Européens qui font des efforts, qui sont unis, et toutes les réunions qui ont lieu, là encore symboliquement, d'aller à Kiev, le quatuor comment ça s'appelle, la coalition des willing, enfin de ceux qui veulent s'engager. Mais il faut que nous arrivions à un accord au niveau européen, et ça, c'est pas que les Français, c'est de dire, bon, bah, on veut bien peut-être partager, mais d'abord, on ne partage pas, c'est pas le terme. On peut étendre notre dissuasion nucléaire, mais enfin, il faudra y participer. Tout ça, c'est le fruit de négociations. Mais je pense que c'est une phase très importante pour que l'ensemble des pays européens, qui jusqu'à présent ont bénéficié de la défense américaine, se disent, bah oui, on peut le faire tout seul parce qu'on a les Français et parce qu'on a les Anglais. Voilà. Donc, mais je pense que ça fait partie du package, on va dire, mais ça fait partie de négociations qui sont un peu touchy et qu'on va pas étaler comme ça dans les débats ou dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, ça serait donner toutes les armes à celui qui voudrait attaquer, en soi-disant que la dissuasion finalement est pas suffisamment forte, qu'elle est faible, qu'on va pas l'étendre, qu'on va pas faire. Voilà. Donc, et Une quand on parle, ambiguïté dans la voilà, c'est dissuasion. pour ça qu'on parle de flou, et c'est bien, et c'est vraiment pas le genre de sujet dans lequel on peut rentrer dans les détails, en tout cas de façon publique. C'est vraiment le genre de discussion qui se passe derrière des portes fermées. Pardonnez ma question, peut-être un peu naïve, mais étendre le parapluie nucléaire, très concrètement, ça suppose des investissements. Concrètement, ça se traduit comment? Eh ben, ça se À traduit. part Bah, ça se, décider qu'on pourrait bah, pulvériser un vous peu plus savez, loin, c'est une au-delà de nos frontières. ouais, c'est une dissuasion permanente que nous avons, hein. C'est-à-dire nous avons nos sous-marins et puis nous avons nos avions qui sont en capacité voilà, d'envoyer la bombe, enfin de la projeter immédiatement. Donc, ça veut dire en effet peut-être revoir le positionnement de ces sous-marins et qu'ils soient peut-être en plus grand nombre, bien évidemment, puisqu'ils patrouillent sans cesse. Et puis, certains parlent, parce que c'est le cas aujourd'hui, et là aussi on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, et notamment dans des pays comme l'Allemagne, où le sujet militaire a été très touchy jusqu'à présent, et encore plus le sujet d'armes nucléaires. Ces armes-là sont en fait positionnées de façon permanente dans les pays. Voilà, et donc, mais portées par enfin, ce sont des bombes américaines portées par des avions américains. Donc, si demain on devait se retrouver avec une dissuasion euh, f- européenne, à ce moment-là, les Américains peut-être vont dire, bah, écoutez, vous vous débrouillez, en fait, nous, on va retirer nos armes. Mais voilà, bon, on n'en est pas là, il faut attendre le sommet de La Haye, qui va être un sommet très important, où on va voir si les Américains
consolident leur présence, décident que peut-être ils nous donnent un signal où ils vont se retirer progressivement, ou peut-être à la Trump de dire bah écoutez, ça suffit maintenant, vous vous débrouillez tout seul, nous on va se repositionner ailleurs, on va faire des grosses économies. Voilà, parce que c'est vrai que depuis des années, les Américains assurent notre sécurité, mais enfin, bon, ça leur coûte cher. Aujourd'hui, ils sont dans une logique deal, mais aussi économie. Enfin, il faut voir quand même qu'il met à la porte des centaines de milliers de fonctionnaires aux États-Unis, et qu'après, il va expliquer qu'il va assurer quand même la sécurité des Européens, alors qu'on devrait la payer nous-mêmes. Enfin, je veux dire, il y a, vous voyez, cette logique-là, enfin, c'est son électorat et ainsi de suite. Parce que bon, aux États-Unis, quand même, avec sa guerre commerciale, mais ça c'est un autre sujet, les choses coûtent de plus en plus cher et c'est compliqué pour eux, hein, donc voilà. Mais c'est un sujet qui est absolument central dans les négociations pour, en effet, ce qu'on appelle une défense européenne, demain, Patricia Lemonnier. si elle devait exister. Oui, alors de toute façon, la France a bien dit que si on devait positionner des avions, par exemple en Pologne, hein, on ne payerait pas l'installation des bases et les frais parce que ça nécessitera forcément de gros frais, hein. Il va falloir construire la base, il va falloir gérer, bon, tout ça coûte de l'argent et il est bien étonnant, il est bien évident, tout comme les Américains, les Allemands payent hein, pour les Américains. C'est pas les Américains qui déboursent hein, sur les bases, donc les Américains leur remboursent en tout cas, payent. Donc, nous ne payerions pas plus. Les Russes, vous avez vu comment ils ont réagi en riant aux éclats. Hein, en sous-entendu, c'est pas ces petits Français avec leurs bombinettes qui vont nous inquiéter. Le problème, c'est qu'une bombinette, ça reste une bombinette. Hein, et quand elle est nucléaire, en tout cas. Donc, Et la France n'est pas si mal dotée que ça, la France Ah non, elle n'est pas oui, dotée. la, Elle est la bien France dotée. est dotée de quelques centaines de bombes, hein, on va dire. Donc, moins que les Américains et les Russes qui sont par milliers, mais quand même sur un quelques territoire centaines. plus petit Donc, aussi. voilà, on va Oui, dire mais la que... France n'a jamais eu l'ambition de pouvoir assurer cette Non, dissuasion mais c'est sur pas ce que plusieurs j'ai dit. théâtres en même temps. C'est Oui, pas oui, ce non, que bien je sûr. dis, hein. Mais c'est Mais pour enfin, c'est compléter. Voilà. au-delà de l'ambition, il y a les frais. Et il y a l'argent. Et la France n'avait pas les moyens ni d'être la Russie, ni d'être la Chine au niveau des frais engagés. Déjà, la dissuasion nucléaire nous coûte une fortune, il faut le savoir. Et cette fortune, c'est le prix de notre indépendance aussi. Et il y a au sein des militaires, il y avait des militaires qui disaient il faut sacrifier la dissuasion. Donc, c'est un courant qui existe et auquel il faut, qui existe en disant il faut développer autre chose, etc. La dissuasion est nucléaire dans la mesure où on est dans une transformation complète quand même au niveau militaire et est un élément important parce que qu'est-ce que fait cette dissuasion? Elle maintient la fameuse ambiguïté stratégique dont on a tous besoin et la position de la France et des Européens à ce niveau-là est très astucieuse. On est dans l'ambiguïté. On dit pas on va y aller, on dit pas on n'y va pas. Et c'est bien de maintenir cette ambiguïté parce que c'est justement tout le propre de la dissuasion nucléaire. Quant à ce qu'on va devenir sur un plan européen, parce que la vraie question, c'est est-ce que les Européens sont-ils prêts à se mettre d'accord pour construire une industrie de l'armement capable de rivaliser avec l'industrie russe, l'industrie américaine ou l'industrie chinoise? Moi, je dis sur le plan des idées, sur le plan des techniques, sur le plan des ingénieurs et même sur le plan financier, on peut. Simplement, on n'est pas foutu de se mettre d'accord. Quelques exemples. L'avion, le SCAF, le fameux avion du futur, entre l'Allemagne et la France. Il est sur les étagères depuis 2017, réduit au stade de PowerPoint, parce que ni Dassault ni les Allemands, et Dassault surtout, pensant à un pillage des connaissances françaises, n'a voulu avancer. Nos canons César, notre gloire, qui est en fait une coopération franco-allemande. On a 2 usines de chaque côté de la frontière. Ils ne se parlent pas, ne se causent pas, ne collaborent pas. Même que les deux, le chancelier Merx et le président Macron, s'en sont un peu étonnés et ont quand même dit qu'il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Bon. Alors, vous voyez, on part de loin. Alors, les avions, il y a toute une polémique sur les avions américains, l'achat des F-35 par exemple, les Portugais qui n'ont pas besoin, eux, de porter la bombe et qui vont quand même acheter des F-35, semble-t-il, après avoir dit qu'ils hésitaient par nos Rafales. Bon, d'abord, ces F-35 sont capables de porter la bombe nucléaire. Enfin, les avions américains sont capables de porter les bombes nucléaires qui sont sur leur territoire
ce que ne peuvent pas faire le Rafale. Il ne peut pas porter de bombes nucléaires américaines. Donc, tant que les Américains ont décidé qu'ils restaient en Europe avec nos bombes, tout logiquement, les autres Européens, N'achèteront les pas pays des européens Rafales. n'achèteront probablement pas ou peu de Rafales. Même si il y a peu de pays européens qui ont les dites bombes, hein. Mais c'est comme ça, c'est le parapluie. Si les Américains devaient se retirer, avec, j'entends, les armes nucléaires, ce qui n'est pas complètement, qui n'est pas inenvisageable à 100%. Trump peut avoir un petit coup de folie dans ce sens. On ne sait jamais. Avec lui, on ne sait jamais. Il ne s'est pas prononcé là-dessus pour l'instant. Eh bien, tous ceux qui ont les avions américains et qui vont acheter des F-35 se diraient, ma foi, surtout que ce F-35, il n'est pas aussi formidable qu'on le dit. Il est furtif, oui, d'accord, mais il a plein de petits défauts et qui fait qu'il n'est pas de l'avis des aviateurs. Je ne suis pas aviateur, donc je ne peux pas en parler. Bien que j'aurais adoré voler sur un Rafale, mais j'ai même pas tenté le test parce que le test, apparemment, sauf si le pilote est très très gentil avec vous, vous risquez d'être malade grave à bord du Rafale. Vous avez une longue carrière de reporter de Donc, guerre, voilà. Patricia, pourtant. Mais j'ai fait tout. Vous avez fait tout sauf ça. le- C'est une des j'ai premières femmes à avoir piloté- fait du reportage de guerre en voilà, France. j'ai pour j'ai ceux qui piloté ne vous connaissent pas. un avion de transport, on va dire, hein, de l'armée belge en descente sur Khartoum, mais j'ai jamais fait le F-16 et ce genre de choses. Mais en tout cas, pour l'instant, l'Europe est incapable. L'Europe, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de groupement de tribal. Alors, certains se moquent des tribus. Ah non, mais qu'est-ce qu'on est en Europe? On est un groupement tribal d'associations de tribus, chacune défendant son territoire. Modèle anarchique au sens littéral. Je ne sais pas si c'est anarchique, mais en tout cas, je ne dirais pas que c'est anarchique. Non, on s'est mis d'accord pour faire du commerce. Pour faire du commerce, en disant avec le commerce, on ne fera plus la guerre. Ce qui a marché en Europe, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce qu'avec le populisme, il faut savoir. Mais on n'est pas foutu, au-delà de ça, de se mettre d'accord. Et donc, c'est quand même très préjudiciable, pour notre indépendance vis-à-vis de la Chine, de la Russie et de l'Amérique, et pour notre indépendance stratégique et économique. Et en attendant, comme on n'est pas foutu de se mettre d'accord, même sur les droits de douane, même sur les accords comme le Mercosur, eh bien, on est envahi par des produits chinois, particulièrement chinois. Mesdames, pour revenir au sujet qui nous préoccupait il y a quelques minutes, les négociations, les pourparlers ont lieu à Istanbul. Pourquoi Istanbul? Madame la sénatrice. Parce que déjà, ils ont eu lieu en 2022, donc voilà, c'était une deuxième tentative. Et puis parce que je pense que la Turquie a un rôle important à jouer quand on pense à une paix durable. Il faut quand même que tous les acteurs qui, à l'avenir, auront un rôle important, eh bien, soient présents. Et puis la Turquie, c'est aussi une relation avec la Russie. Il y a un accord justement pour la construction d'une centrale nucléaire russe en ce moment. Ils ont acheté des avions russes. Bon, ils en ont battu un à un moment parce que qui avait traversé leur espace. Ils étaient plus courageux que nous. Voilà. Donc, mais enfin bon, après ils ont discuté. Donc maintenant, c'est cette propension finalement à la Turquie d'être à la fois dans l'OTAN, à la fois capable de parler aux Russes, de parler aux Américains, d'avoir ce rôle aussi par rapport à aujourd'hui la Syrie et tout le Moyen-Orient, avec un président qui joue les frères musulmans d'un côté, enfin voilà. Et donc c'est un acteur incontournable. Bon, ça fait oublier aussi la politique intérieure et les problèmes que les Turcs peuvent avoir aujourd'hui, mais je pense que ce pays, c'est comme l'Arabie Saoudite, vous voyez, qui d'un seul coup est propulsé grâce au président Trump qui effectue quand même son premier déplacement dans ce pays, dans le rôle de pays incontournable pour les négociations, comme le Qatar a su aussi avec Doha depuis assez longtemps faire en sorte qu'ils sont au cœur des négociations parce qu'ils les facilitent, ils servent de médiateurs. On le voit pour le Moyen-Orient maintenant entre Israël et le Hamas, mais également les accords de Doha, c'était l'Afghanistan. Donc voilà, moi je pense qu'il y a toutes ces raisons-là, mais surtout un président qui joue sur tous les tableaux et
Et dans une phase de négociation, eh bien, on a besoin de quelqu'un qui peut, en effet, servir de Mmh. médiateur, qui peut comprendre, qui peut aider, qui peut faciliter. Parce que souvent, les négociations, ça tient à peu de choses, hein. Mmh. Ça peut être de l'ordre du symbolique, de l'ordre de la façon dont les uns et les autres s'aiment ou ne s'aiment pas. Voilà. Patricia, vous souscrivez? Oui, je souscris, je veux dire, l'avantage de Erdogan, c'est qu'il est effectivement l'ami des Russes et l'ami des Ukrainiens. C'est qu'il fait partie de la coalition des volontaires, ne l'oubliez pas, hein, dans la coalition des volontaires, pour aider l'Ukraine, il y avait ceux qui étaient en l'air, c'était plutôt les Anglais, ceux qui étaient sur terre, c'était plutôt les Français, et ceux qui étaient sur mer, c'était plutôt les Turcs. Donc, ma foi, de l'avoir, dans le jeu, ça va. Il a d'excellentes relations avec, quand même, Vladimir Poutine. Et ma foi, Trump le trouve que c'est un gars sympathique, hein, on va dire. Donc, comme dans le langage trumpien. Donc, Good bah, boy. voilà, il fait le job, j'ai envie de dire. Mais ce qui est très astucieux quand même, c'est que Poutine, en disant, parce que c'est Poutine qui a décidé que ça serait à Istanbul, hein, quand même, hein, grosso modo, c'est très astucieux parce que Poutine revient à 2022, aux accords de 2022. Et donc, il nie tous les morts et tout ce qui s'est Mmh. passé depuis là, et il renvoie la faute de la guerre et des morts à l'Ukraine et à nous. Parce que, à ses yeux, ces accords ont échoué, parce que les Ukrainiens en sont sortis, et parce que Boris Johnson est arrivé sur son grand cheval blanc, qui est en l'occurrence un train, de Londres, pour susurrer à l'oreille de Zelensky: mon cher Zelensky, surtout, surtout n'y allez pas, vous êtes en train de gagner du terrain. C'est l'histoire racontée par les Russes, c'est l'histoire racontée par les Russes à Donald Trump. Et Donald Trump la croit, cette histoire-là. C'est ça qui est plus grave, c'est qu'il la croit, alors que, quand même, en 2022, il faut savoir qu'une des clauses, au-delà de tout, l'armée ukrainienne réduite à zéro, enfin très peu, l'Ukraine pas dans l'OTAN que les Ukrainiens avaient accepté. Au-delà de toutes ces clauses qu'on connaît tous, il y en avait une autre, bien plus importante, et c'est pour ça que Zelensky n'a pas accepté, ni les Européens, s'ils pouvaient le conseiller, c'était les garanties de sécurité. Et les garanties de sécurité auxquelles la Russie, proposées par la Russie, et avec l'accord de la Russie, c'était de dire: bon, il faut des garanties de sécurité. Les garanties de sécurité, c'est les grands pays du Conseil de sécurité, dont les Russes, avec un ou deux autres. Et si un de ces pays, si l'Ukraine est attaquée ou si l'Ukraine nous attaque, il faut l'accord de tous les parrains. Ah bah ouais, mais dans les parrains, il y a la Russie, partie prenante de l'accord. Pas possible. Et donc, ça voulait dire que l'accord n'était pas possible. Ça voulait dire que si le parrain s'oppose au soutien, il n'y aura pas de soutien. Donc, c'est là-dessus. La vraie raison est là. Est-ce que Donald Trump a encore un vrai rôle à jouer dans le règlement du conflit? On sent les Américains se désengager. Ah On avait mis bah, beaucoup ouais. d'espoir, je ne sais pas si le mot est juste. En tout cas, on s'attendait à ce qu'il joue un grand rôle dans cette affaire, et il semble qu'il s'en retire un petit peu. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça, hein, Mmh. je pense que si les Américains se retiraient, oui, nous aurions un vrai problème immédiat. Heu, où il a fauté au départ, c'est d'abord de croire qu'il pouvait régler ça en 24 heures. Deuxièmement, de penser qu'il pouvait le régler en direct avec Vladimir Poutine, parce que président à président, et donc et ça, moi, je l'ai vécu en direct à Munich, hein, nous étions Mmh. Vous là étiez à tous. Munich. J'étais à Munich, j'ai passé 3 jours, j'ai passé 3 nuits sans dormir après, parce que j'étais sous le choc de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit là-bas et de l'attitude des Américains. C'était absolument phénoménal, et C'était une profession de foi de violence. Bah, c'était oui, mais une connivence. c'était la nouvelle façon, de taper. C'est-à-dire qu'on tape et puis après on voit si l'autre est encore un peu conscient pour, continuer à parler et à Mmh. réfléchir, mais on tape d'abord, et dans toutes les tables rondes, alors, il y a bien sûr les plénières, hein, mais il y a également, les Mmh. petites tables rondes où nous sommes une dizaine de personnes, mais quand il y avait des Américains, ils cognaient, voilà, c'était leur façon. Bref, à une de ces tables rondes, c'était justement sur l'Ukraine. L'envoyé spécial du président, Trump, nous a dit très clairement: «Mais les Européens n'ont rien à faire à la table des négociations. C'est pas votre sujet. Nous allons régler ça, vous allez voir, voilà, ça sera fini». Bon,
Ils se rendent compte que c'est beaucoup plus complexe que cela. On a vu, il y a l'incident de la Le Revel, rencontre entre la Trump roseraie. voilà, et Zelensky. Bon, tout ça a profondément choqué, mais c'était le style. Et ils se rendent compte que ce style, finalement, ça marche pas forcément. C'est-à-dire que tout ne passe pas par la force et que, en effet, parfois, il faut que ça passe par le dialogue et de trouver des solutions ensemble. Donc, je crois que l'administration Trump aujourd'hui, bon, il continue à avoir quand même des émissaires qui ne sont pas, comment, peut-être des fins diplomates, c'est peut-être des Pas businessmen qui forcément des sont, diplomates de Mmh. formation. non, non, voilà, donc ils font du business, M. Pouchkov, tout ça. Ils ont chacun leurs compétences, j'imagine. Mais je crois qu'ils commencent à se rendre compte que finalement, le président Poutine n'a pas forcément dit la vérité depuis le début, qu'en effet, il a son histoire à laquelle Donald Trump a adhéré, parce que je crois que nous n'avons pas donné notre histoire ou la version Zelensky parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Et d'ailleurs, je pense que le président Zelensky, aujourd'hui, a compris que Donald Trump avait un certain mode de fonctionnement, s'est inscrit dans ce mode de fonctionnement. Et moi, j'étais très choquée de voir le président Trump reprendre la propagande russe, parce que c'était l'histoire russe qu'il nous racontait, hein, et que finalement, plus il avait de contact avec Zelensky, plus ses paroles changeaient, enfin son discours, son récit changeait. C'est comme si finalement il adhère à celui qui a C'est su le convaincre en effaçant l'histoire d'avant et en leur racontant une nouvelle histoire en disant ben, en fait c'est cette histoire-là, il adhère à celle-ci et il fonce avec. Ouais. Donc voilà, moi je crois qu'il faut vraiment beaucoup parler aux Américains, il faut vraiment leur coller au basket, hein. Il faut leur expliquer ce qui est en jeu pour le reste, parce que Donald Trump a peut-être des défauts, mais il me semble qu'il a une qualité qui est celle de ne pas être avant-guerre. Hein, et que donc, quand il dit bon, je règle en 24 heures, tout ça, mais je pense qu'il veut fondamentalement la paix et que tout ça, c'est pas son sujet, et que pour faire du business, il faut que les pays soient prospères et donc qu'ils soient en paix. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en Arabie Saoudite. Oui. Hein. Voilà, l'Arabie Saoudite veut la paix Mais dans la mmh, région, justement, parce qu'ils ont des gros projets et que le business, eh ben, ça ne se fait pas quand il y a la guerre ou quand il y a l'instabilité, que les gens ne veulent pas investir parce que c'était une région où il ne faut pas aller. Donc, ouais. voilà, donc non, les Américains, oui, il faut qu'ils soient avec nous, il faut savoir les convaincre, il faut les emmener avec nous, il faut leur faire adhérer à notre récit. Patricia, je vous sens dubitative. Oui, je suis moins enthousiaste que vous par rapport à l'approche américaine. Je pense que le président américain, dans sa dernière réponse, hein, aujourd'hui, il a dit il n'y aura pas d'accord si je ne rencontre pas directement moi Trump. C'est-à-dire, vous n'êtes pas foutu de vous entendre. Alors pardonnez-moi, Patricia, je vous coupe, parce que dans le chat, Nico dit est-ce que vous pensez que si Poutine continue à ne pas montrer de bonne volonté, les Américains, Donald Trump, vont alors surarmer l'Ukraine et se confronter à la Russie Alors, plus concrètement? ouais, alors là, je vais donc répondre à Nico. Il y a deux choses. La première chose, c'est que effectivement, Trump et son équipe nous ont déjà dit qu'ils pouvaient claquer la porte si ça se passait mal. Bon, ça, il y a un certain temps. Plus inquiétant aujourd'hui, c'est que Trump, voyant que finalement ça patine encore et qu'on va rentrer dans des discussions qui pourraient ne plus finir, parce que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de gagner du temps, comme toujours, eh bien, il a dit, moi, franchement, vous n'êtes pas capable de vous organiser, il n'y aura un accord et la fin que si je rencontre directement Vladimir Poutine. Donc maintenant, il remet le règlement de cette question-là à ce qui était pratiquement dit lors des élections, c'est-à-dire il nous faut le face-à-face et tous les deux, on va s'entendre parce que nous, on est des bons gars et nous, on veut la paix de part et d'autre. Donc, on est revenu à la case départ. Quant à Vladimir Poutine, lui, si les Américains s'en vont, il s'en moque. Il peut continuer la guerre, il a le temps, c'est nous qui serons bien embêtés si les Américains s'en vont. Et si les Américains s'en vont de la table des négociations, ça n'empêche pas les Américains de faire du business directement, à d'autres niveaux avec les Russes. Donc, ma foi, il est gagnant. Bon, il y perd la grande poignée de main et l'accolade avec Trump, il la fera plus tard. Donc, Trump ne perd rien. Vladimir Poutine ne perd rien. Est-ce que Trump perd quelque chose? Vous savez, Trump, il a l'art de renverser un camouflet en victoire.
Donc, il dira: «Oh ben, il était pouf, c'est la faute de je sais pas qui et de toute façon, regardez, finalement, on va faire plein de business avec la Russie et les Européens, bon, on verra bien». Et pour l'instant, les Européens, nous étions retournés quand même dans le jeu de ces négociations, ce qui avait été quand même un tour de force parce qu'on partait de loin. Là, aujourd'hui, et ben, il va falloir qu'on s'accroche et qu'on pense à des solutions, je pense, sans les Américains ou sans accord de paix pour l'instant. On n'est même pas à un cessez-le-feu. Donc, bon, on peut toujours espérer, il faut rester positif. Hélène Conway-Mouret, vous, vous partagez donc le non-enthousiasme de Patricia Non, vous sur êtes les plus Non, Américains? enthousiaste que non, moi. je crois, non, non, je pense il faut ni être naïf. Est-ce que les Ni- Américains pourraient se retirer là dans les... Oui, bah, je l'ai dit, et donc je ne veux pas me répéter. Il y a trois scénarios, hein, notamment pour l'OTAN, et il y a un désintérêt pour les Européens, ça c'est certain. Et en même temps, sur le plan financier, je crois que ceux qui entourent Donald Trump et qui lui expliquent que nous sommes de très bons clients, peut lui faire changer d'avis instantanément aussi. Donc non, c'est pour ça que je dis, que je réitère, que nous devons absolument nous inscrire dans une logique de conserver les Américains sur une ligne qui est la nôtre pour aussi défendre nos intérêts et leur faire la démonstration que nous avons les mêmes intérêts et que si l'Europe s'affaiblit, elle s'affaiblira économiquement et que donc nous achèterons beaucoup moins de matériaux américains parce que quand même le matériel, les investissements américains en matière de défense, c'est quand même les Européens qui financent une grande partie parce que nous achetons 60% d'équipements américains aujourd'hui. Donc, et un avion, un tank, enfin, c'est des dizaines de millions d'euros à chaque fois. Donc, voilà. Donc, globalement, je pense que il faut faire comme Zelensky, hein, se mettre sur la logique trumpienne, c'est-à-dire on fait des deals, euh, on essaye de pas trop énerver le président, Et lui dire qu'il est formidable. on lui raconte, oui, bon, et puis avec des mots simples, donc ça passe bien, des messages simples, et de les amener sur notre récit à nous. Parce que je crois sincèrement qu'on ne peut pas vivre et continuer à vivre sous la menace russe constante. Mesdames, il est 17h59, passé de 7 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter. Peut-être que c'est le mot de la fin ou le mot de la suite, Patricia. Le mot de la suite, eh bien, la balle maintenant est dans le camp de Trump. Va-t-il tout faire pour rencontrer Poutine ou va-t-il claquer la porte? Et claquer la porte, ça veut dire claquer la porte aussi à l'Europe. Madame la sénatrice, le mot de la fin ou le mot de la suite? Alors moi, je préfère les portes ouvertes aux portes qui claquent, hein. Donc je crois que nous allons ouvrir les portes pour faire en sorte que les Américains soient les bienvenus, qu'ils restent avec nous. Et voilà, je pense que l'histoire doit s'écrire ensemble et certainement pas les uns contre les autres. Le message est lancé, on espère qu'il sera reçu. Il est 17h59, passé de 53 secondes. Je vous fiche dehors du studio. Merci mesdames, Ok, merci au revoir et merci. infiniment pour vos lumières. Merci d'avoir joué le jeu des questions du chat. Je vous remets entre les mains de Camille Rio, qui devrait vous être d'un agréable ou en tout cas d'un efficace secours pour rejoindre le parvis du 116 avenue du président Kennedy et vous guider dans le labyrinthe de la maison de la radio. 18h, 12 secondes, on quitte Istanbul, les rives du Bosphore, on quitte le concert des nations, le son des canons, l'odeur de la poudre, le bruit des bottes qui claquent aux frontières des nations pour aller faire un tour au pays du chocolat, des coffres forts, de l'argent qui dort et des coucous. On file coché devant, laqué derrière à Bâle, en Suisse, où se tient le plus grand télécrochet du monde, l'Eurovision. Un feu d'artifice du kitsch, une apologie du mauvais goût pour quelques-uns et un événement à pas manquer pour des dizaines de millions d'autres, et parmi lesquels devraient certainement se trouver nos deux invités pour l'heure à suivre. Il est 18h, on peut dire bonsoir. Bonsoir Didier Varro. Didier, tu as un micro si tu veux. Bonsoir. Didier, tu es directeur musical des antennes de Radio France, tu es un peu le monsieur musique du groupe Radio France. Tu es par ailleurs journaliste, producteur, programmateur de festivals musicaux, puis tu es fan d'Eurovision. Oui, C'est à peu près tout bon. oui, c'est à peu près tout bon, donc je dois être très kitsch apparemment, vu le chapeau. On va parler d'autre chose. En face de moi, à tes côtés, Patrice Demailly. Salut Patrice. Patrice, c'est l'homme qui fait trembler les chanteuses qui ne sont pas encore mortes, mais pas que. Patrice, t'es journaliste musical et on retrouve ta plume enlevée dans les colonnes de Libération. T'es aussi un grand fan d'Eurovision. Totalement. Salut à tous les deux. L'Eurovision, c'est de la chanson, bien sûr. C'est aussi une histoire, des destins, des rires, des pleurs. C'est aussi des coulisses, c'est aussi des gros sous, de la géopolitique. On va peut-être commencer par un peu de rêve, un peu de musique, un peu d'espoir aussi. On va parler peut-être après, dans un second temps, de fric, de pognon et de drapeaux. Et pour donner le là, il y a Benjamin Elie. Benjamin Elie, c'est l'envoyé spécial de France Info à Bâle pour l'Eurovision, qui nous a envoyé cette petite vidéo tout à l'heure. Salut Ludo,
Voilà, je suis en direct de Bâle, là je viens tout juste d'arriver, descendu du train, regarde, il y a pas mal de monde derrière moi. Ce sont des Eurofans français, ils sont environ 200 qui ont fait le voyage cette année pour évidemment soutenir Louane. Louane qui va arriver d'ici peu de temps, notre représentante cette année avec sa chanson très émouvante, très touchante, très personnelle intitulée Maman. Elle a révélé sa mise en scène ces dernières heures, c'est très impressionnant. Elle a utilisé l'image du sablier pour symboliser le temps qui passe. Vraiment, vous allez voir, vous, sur vos écrans, dès ce soir, les images, la révélation de cette mise en scène. Et ça devrait marquer des points, beaucoup de 12 points, on espère. Ce soir, c'est la deuxième demi-finale de l'Eurovision. Louane va donc faire sa première prestation en public, filmée, diffusée en direct. Et ensuite, il y aura vendredi les répétitions pour la finale. Samedi, la grande finale. C'est un véritable marathon. Et tout ça, on va le vivre ensemble sur France Info, comme chaque année. Et allez, Louane! Patrice Didier, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Benjamin? Est-ce que Louane a ses chances? Ah, c'est compliqué. On commence par la question la plus difficile. Moi, j'aimerais bien qu'elle gagne parce que ce serait joyeux que l'Eurovision soit organisée à Paris. Ça coûterait beaucoup d'argent au service public dans un moment où on doit faire énormément d'économies, comme vous le savez. Mais ce serait bien. Et puis, ça serait aussi un peu sympathique pour Marie-Myriam, qui chaque année se tape donc toutes les émissions, tous les talk-shows. On a failli l'inviter. Disant, vous êtes la gagnante de l'Eurovision, la dernière gagnante française de l'Eurovision. C'était en 1977. Alors, Marie-Myriam, C'est pas quand chouette. est-ce que vous allez passer le flambeau? Et c'est vrai que même elle, je crois qu'elle aimerait bien. Et puis c'est vrai que Louane, c'est une très jolie candidate pour la France, avec une belle chanson, une candidate qui en veut, qui a envie de gagner, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Et puis la scénographie, on va la découvrir réellement ce soir. Votre envoyé spécial, lui, je crois, a vu l'entièreté de la répétition. Nous, on a pu voir que 30 secondes. Et effectivement, Louane chantant dans cette tempête de sable, ça risque d'être assez... Pieds nus. Ça risque d'être assez spectaculaire. Elle mise sur l'émotion, sur la compréhension de tous ces peuples qui ne parlent pas le français, sur l'émotion, sur ce que révèle en termes de signification le terme maman. Et puis, elle a de la concurrence. Voilà, on a toujours les Suédois qui sont là. On a les Pays-Bas qui sont remontés à la 3e place. J'ai vu ça L'Autriche aussi. et l'Autriche, voilà. Donc, c'est toujours compliqué, mais c'est vrai qu'on dit beaucoup de mal des bookmakers quand on est fan de l'Eurovision, mais en général, quand même, Ils ont ils se plutôt raison. plantent C'est pour ça. Ouais. pas tant que ça, Ouais. quoi. Moi, je dis la France ne gagnera pas, encore. Les bookmakers ne se sont jamais trompés. Ils se sont trompés à 2 reprises, en 2017 et 2018, où ils avaient annoncé Salvador Sobral, le candidat portugais, en 2e position. Et il a finalement gagné. Et pareil, l'année suivante, avec l'Israélienne Neta, qui avait annoncé 2e et qui avait gagné. Mais sinon, ils ne se sont jamais trompés sur le vainqueur, à part à ces 2 reprises. Et encore, est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont trompés? Parce que je vous dis, il était 2e des pronostics. Donc, moi, je pense qu'elle va avoir une place d'honneur. Je me méfie aussi d'une chose, c'est que la France, il y a un peu, avec les autres pays, une relation un peu d'amour-haine. Pour quelle raison? C'est possible. En général, c'est Bilal Hassani était 3e Faut que tu expliques un peu. Alors, parmi les gens qui nous regardent, qui nous lisent, il y en a pour qui l'Eurovision, c'est très très lointain. Pourquoi la France agace un peu Parce qu'elle agace dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le sport. Dans en le sport, il y a politique, vraiment voilà. ouais. Et puis on n'a pas vraiment d'alliés, contrairement si on va sur un peu le volet géopolitique, on n'a pas vraiment d'alliés. Et par exemple, Bilal Hassani était 3e des bookmakers, il a descendu à la 16e place. On se rappelle d'Amaury Vassili qui était également carrément annoncé gagnant et qui a fini 15e. Oui, mais lui, il a chanté faux. C'est vrai qu'il a raté sa prestation le soir. C'est terrible, ça. C'est quand même Oui. la loi du direct, c'est qu'il a très bien chanté pendant toutes les répétitions. Et le soir du direct, a priori, dans ses irs, s'il n'avait pas le bon retour, et il a chanté totalement faux, en plus pour une prestation. Alors, je ne sais pas ce qu'il est, ténor ou contre-ténor, enfin, peu importe. Et c'était opératique. Chanté en Corse. Ouais. Et On se demandait c'était, justement avec Cyril Balta, qui déteste l'Eurovision, lui, Ouais. s'il chantait en playback. Non. Il chante pas en Tout le monde playback. chante Sauf en direct. les musiciens Voilà. sont en playback. Alors ça, c'est la nouveauté des années Oui. 80, 90, 2000. Jusque dans les années 60, 70, il y avait un orchestre obligatoire et l'artiste, évidemment, chantait avec un orchestre ou un groupe. Parmi les légendes, alors il y a Deyonu, salut Deyonu dans le chat, qui dit: je croyais qu'on perdait l'Eurovision exprès pour ne pas avoir payé pour l'organisation de la prochaine édition. C'est une légende ou il y a un petit peu de vrai? Alors, peut-être pas pour la France, il y a un Il petit a peu de raison, vrai. mais il faut lui répondre que l'année dernière, la Suisse, qui était favori des bookmakers,
a remporté l'Eurovision. Et Mais- pourtant, la Suisse avait fait bien comprendre que financièrement, ils C'était n'avaient juste. pas les épaules assez solides pour organiser l'Eurovision. Voilà, Ah, il y a un parti politique qui a quand même fait. Il y a eu un référendum. Voilà, un parti politique qui a eu un référendum. 66% des Suisses ont déclaré qu'ils voulaient l'Eurovision. Ouais, Donc ouais. finalement, ils ont fini par le financer. Oui. Bon, alors, parmi les favoris, on a qui donc? La Suède, comme je vous l'ai dit, avec cette chanson formidable chantée par des Finlandais. Hein, c'est ça, C'est si ça, je me un trompe trio pas. finlandais. Donc Cage. déjà, on sait que Danemark, Suède, Finlande, 12 points direct. Donc nous, on est dans les choux. Et une chanson en hommage au sauna. sauna. Donc voilà, on est aussi dans cette philosophie très queer hein, Oui. Fait beaucoup rire Patrice de Mailly, vraisemblablement. l'Eurovision. On fréquentait beaucoup. Ce qu'il faut dire quand même sur la Suède, c'est que en Suède, qui est donc le pays qui a le plus remporté l'Eurovision Avec jusqu'à présent, l'Irlande. avec l'Irlande, Cette, ouais. cette reprise. C'est une institution. Chez nous, effectivement, on rigole, on pense que c'est kitsch, que c'est un ramassis d'artistes aussi abominables les uns que les autres. En Suède, en Angleterre, en Italie, il y a plein de pays où l'Eurovision, c'est vraiment une sorte de religion. Et au-delà de la religion, c'est une institution, puisque pour candidater à l'Eurovision, il faut passer des épreuves. Alors, comment ça marche? Tu déflores Alors, ma En question Suède, d'après. il y a un Ça- concours qui s'appelle le Melody Voilà, Festivalen, qui est énorme. qui s'étend sur 6 semaines, donc avec 80% de la population suédoise devant sa télé. Donc là, comme il dit DJ, il y a deux pays qui sont vraiment, c'est l'Islande aussi, qui a 90% qui regardent l'Eurovision. C'est vraiment les deux plus gros pays en termes de En téléspectateurs. Islande, ça se comprend. Hein. Le soir, Oui, ils ont que ça à faire. ils ont que ça à faire. Et voilà, et donc en Suède, ouais, c'est vraiment une institution. Et les Suédois, ils ont quand même cette force de trouver de la mélodie. Voilà, Loreen, il y a 2 ans, Bah, c'est le pays de la pop, et puis c'est quand même le pays de De ABBA. ABBA. oui. 1974, c'est un tournant pour l'Eurovision. L'Eurovision était un concours strictement européen. En 74, pour la première fois, donc le groupe ABBA gagne l'Eurovision et fait un tube mondial. C'est la première fois que les États-Unis acceptent une chanson victorieuse à l'Eurovision et qui se classera dans le top 5 du Billboard. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que l'Eurovision sera un peu mieux considérée dans le monde entier. Patrice, je sais que tu as fait partie du jury. Didier, je ne sais pas si tu as fait partie Alors d'un moi, jury je Eurovision. vous raconterai. Ah Pire, bah. j'ai fait pire, moi. Qui commence le... Ah bah non, mais Vas-y. Alors moi, Didier j'ai fait Varro. partie du jury une année où il y avait un jury de professionnels qui sélectionnait les candidats. C'était à l'Olympia, c'était dans les années 2000. Parce qu'en France, le mode de sélection change très souvent, contrairement à la Suède, à C'est-à-dire l'Italie. que les modes de sélection ne sont pas les mêmes en fonction Ah oui, des ça pays. change. Voilà. Soit c'est désigné par la scène, soit il y a eu à un moment donné une sorte plusieurs prime time qui s'appelait Destination Eurovision. C'est là que Madame Monsieur ont été élus. Là, Ou Bilal jusque le aussi. dernier c'était Bilal et le dernier c'était 2022, c'était Alval et Alès, là, Ouais. les candidats bretons qui sont arrivés par contre dans les profondeurs du classement. Mais qui montre aussi comme une chose, c'est qu'en général, si le candidat est pas très identifié, on risque. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué en général. Hein. Donc j'ai fait partie une année du jury de sélection, de présélection du candidat, et j'ai accompagné une candidate à Wow. l'Eurovision qui s'appelait Nina, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Nina Morato, Ah. qui avait représenté la France Qui sont tes mamans. en 94 avec une chanson qui s'appelait Je suis un vrai garçon. C'était en Irlande et moi j'ai halluciné. Je connaissais évidemment l'Eurovision comme téléspectateur qui souriait hein, parce que quand même on est un peu... Enfin moi je suis totalement queer donc évidemment il y a aussi une partie de second degré quand on regarde l'Eurovision même si je prends ça très au sérieux. Et là donc j'ai accompagné notre candidate française Nina Morato qui venait d'avoir la victoire de la musique en tant que révélation féminine avec une chanson qui s'appelait Maman et c'était la directrice des variétés de l'époque Marie-France Brière qui l'avait sélectionnée d'emblée, c'était un peu le fait de la reine et avait demandé à Nina de composer une chanson pour l'Eurovision qui s'appelait Je suis un vrai garçon. Elle a terminé 7e quand même, c'était pas nul. Et j'ai découvert l'organisation. Et à l'époque, c'était encore presque artisanal par rapport à aujourd'hui. On était en 2013. Aujourd'hui, c'est une sorte d'État dans l'État. Et c'était à Dublin et c'était hallucinant de voir les Eurofans, la manière dont c'était organisé, effectivement la partie qui se joue entre les bookmakers. Dans un pays qui considère l'Eurovision comme une religion, aussi comme un temps fort de l'année culturelle. Donc ouais, c'est deux expériences assez marrantes et différentes.
Patrice, Oui, ton non, moi c'est expérience à différent. toi Moi, j'étais ressemble un moi, peu, c'était pas dans le vraiment? jury, donc c'est-à-dire le jury, enfin voilà, le jury français, on est 5, donc on est enfermé dans les studios de France Télévisions avec un huissier de justice. On assiste à la première demi-finale, on assiste à la deuxième demi-finale, on assiste également à la finale, mais qui a lieu le vendredi, donc c'est-à-dire la répétition, c'est-à-dire pas la finale télévisée. Et en fait, on note évidemment. On n'a pas le droit de voter pour la France, hein, ça, tout le monde le sait, j'espère. Et en fait, et à un moment donné, donc c'est l'année d'Amaury Vassili. Et donc pour l'anecdote, on avait voté pour la Suède, qui chantait Popular, qui est arrivé deuxième, et Amaury Vassili, très très en colère de sa catastrophe, et en sortant de scène, dit aux Parisiens, c'est pas comme cet enculé de jury français qui a mis 12 points à la Suède. Donc je faisais partie des 5 enculés d'Amaury Vassili. Et voilà, et c'est une expérience qui est super, parce que vraiment, en plus, il y avait Marie-Myriam comme présidente du jury. Donc, bah oui. Alors, imaginons la consécration. Marie-Myriam, la chanson que je chante depuis que j'ai 10 ans a cappella dans tous les dîners. Et par Donc, pitié, ne Je chante ne pas, t'ai parce jamais que- entendu chanter cette Mais chanson. je te ça, la tout le ferai, monde On le sait sait. que la Patrice ferai. Delaunay chante très très mal, par ailleurs. Et pour dire aussi ce qu'il parlait de Marie-France Brière, et j'ai une petite anecdote. Je me suis retrouvé à dîner avec Marie-France Brière il y a 2 ans, et elle me racontait à propos de l'Eurovision, c'était l'année où Joël Ursule était arrivé deuxième, donc 1990, derrière Toto Cutugno, et c'était Hervé Bourges, hein, je crois, le président à l'époque de France Télévisions. Quand ils sont rentrés de l'Eurovision, ils ont sabré le champagne parce qu'il fallait surtout pas qu'elle gagne. Et donc le fait qu'elle soit deuxième, ça a été pour eux un soulagement monumental. Et c'est Barbara Pravi qui encore cette année dit en interview à propos de Louane, je lui souhaite qu'elle ne gagne pas, qu'elle arrive deuxième ou troisième. Et je pense que, DJ parlait tout à l'heure de Marie-Myriam, c'est un peu un fardeau d'une certaine manière qu'elle porte quand même depuis 77. C'est vrai que Marie-Myriam, on la voit pas à part au mois de mai. Enfin, donc à partir de là, c'est quand même, à un moment donné, ça a un peu accaparé toute sa carrière. L'Eurovision. Donc à un moment donné, voilà, je pense que la France, je pense que Louane, qu'elle soit deuxième, troisième, elle sera très Mais contente. c'est une spécificité française Oui, que mais faut l'Eurovision brise un peu des Et destins. pourquoi, comme ça. pourquoi les personnalités aujourd'hui, C'est participent à un peu excessif l'Eurovision? d'ailleurs, briser C'est des parce que destins. derrière, il y a une tournée européenne. Slimane a fait 15 dates en Europe l'année dernière, à Londres. Enfin voilà. Et je pense que Louane, elle a envie d'une carrière un peu à l'européenne, qui avait un peu commencé avec sa chanson L'Avenir en 2015, qui avait été quand même pas mal dans certains pays comme l'Allemagne, la Pologne, ça avait eu une certaine résonance et tout ça. Donc je pense que Louane, si elle arrive à une belle place, si elle fait un top 5, c'est tout bénef pour elle. On l'a vu avec Barbara Pravi, dont Patrice parlait. Elle est presque aussi star aux Pays-Bas qu'en France, Ouais. grâce à l'Eurovision. Là, elle sort d'une tournée d'une dizaine de dates ou douzaine de dates où elle a chanté en français dans des Olympias et des arénas équivalents aux Pays-Bas. Le Monde avait d'ailleurs fait un super reportage sur cette tournée en parlant effectivement de l'effet Eurovision. Barbara Pravi, ça a été l'image de la France à l'Eurovision, effectivement. Alors après, ça peut être compliqué effectivement de se C'est ça. décoller de Mais- cette image, mais après, il y a plein d'artistes qui sont passés à l'Eurovision. Julio Iglesias a fait l'Eurovision, Françoise Hardy a Serge fait Lama. l'Eurovision, Serge Lama, Gérard Lenormand, ils en sont pas morts non plus. Michel Thor. Enfin, si, ils en sont morts, mais pas de l'Eurovision. Et ces dernières années, on a des carrières qui sont Laurine, par exemple, avec sa chanson Tattoo, qui a gagné l'Eurovision, la Suédoise, qui a gagné 2 fois. Elle a gagné en 2012 et 2023. C'est le seul doublé de l'histoire de l'Eurovision. Hein, la même candidate qui gagne 2 fois. Elle a 720 millions de streams sur Spotify de sa chanson Tattoo. Et derrière, elle nous fait l'Olympia, qui était archi comble, avec plein de fans de l'Eurovision. On imagine, moi j'y étais. Enfin, c'était... Voilà, donc 720 millions, il y a des chansons voilà, qui traversent complètement maintenant. C'est assez nouveau quand même. Hein. Oui, Alors, ça, dans c'est les nouveau, ça. années 60, Absolument. effectivement, C'est- le bon, gagnant de c'est lié l'Eurovision. à l'essor des plateformes, certainement aussi. Oui, vous avez raison, la plateformisation, il fait beaucoup, mais c'est vrai que dans les années 60, on gagnait l'Eurovision, on faisait un tube. Dans les années 70, on gagnait l'Eurovision, on faisait un tube, C'est ça. même quand on était deuxième. Je pense à Catherine Ferry avec 1, 2, 3 chansons où c'était illustré Daniel Balavoine Oui. dans les chœurs. Dans les- Ça faisait encore des tubes. Les années 80, la France boude l'Eurovision. D'ailleurs, en 81, François Mitterrand est élu président de la République. L'année suivante, Pierre Bouteiller, qui prend la direction des variétés, décide, parce qu'il trouve que c'est
abominablement ringard de ne plus diffuser l'Eurovision. Et pendant toutes les années 80-90, en France, c'est vraiment un calvaire pour les artistes qui représentent l'Eurovision, parce qu'ils Ah, ne sont pas réellement cotés. ah, t- La France ne diffuse pas les chansons qui sont sélectionnées. Donc c'est extrêmement compliqué. Moi, je me souviens même en 94, quand Nina Morato, qui pourtant était tournée dans toutes les radios, puisqu'elle venait d'être sacrée victoire de révélation féminine aux victoires de la musique, on a galéré pour diffuser son titre, qui pourtant avait terminé 7e. C'est vraiment les années 2000, 2010 et 2020 où de nouveau on a eu effectivement, comme le dit très bien Patrice, des chansons qui ont pu réussir à scorer au-delà de leur propre pays. ouais. L'exemple, c'est Maneskin aussi. Ou avant, je pense que moi c'est Conchita Wurst en 2014 Oui, c'est avec vrai. Rise Like a Phoenix. Ça a été vraiment. Je Mm. pense qu'il y a eu il y a eu un. À partir de là, ça a eu, ces 10 dernières années, il y a eu une résonance. Sur les années 90, quand même, Joël Ursule, c'était quand même White and Black écrit par Oui, oui, c'est Gainsbourg. vrai. Amina, ce dernier, bon, on peut pas dire que c'était un tube, mais c'est quand même, il y avait un peu cette résonance. Mais c'est vrai qu'à partir de 95 oui, 2010, 2015, il y a eu quelque chose de. Là, on disait que c'était ringard, mais même, Ouais, et même ça se concrétisait en termes d'audience, c'est-à-dire que l'audience était quand même exact. assez famélique, sauf que les dernières, on a fait 5,4 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire 3 fois plus que les victoires de la musique et 2 fois plus que la finale de The Voice. Ce qui est vrai, c'est que d'ailleurs, les dirigeants de France Télévisions diffusaient l'Eurovision sur France 3 Oui. et l'ont passé sur France 2 au regard du succès. Je pense qu'aussi l'explosion de l'Eurovision en termes de visibilité de la communauté LGBTQIA+, a beaucoup, beaucoup contribué, parce qu'aujourd'hui, on Devenu une sorte regarde un peu de totem. Hein. à la fois l'aspect géopolitique, on pourra en reparler, puisqu'il y a quand même chaque année maintenant des tensions politiques autour de l'Eurovision, et puis il y a cette mise en lumière de la visibilité LGBTQIA+, qui fait qu'il y a la conjonction de ces deux aspects-là, un aspect sociétal et un aspect plus géopolitique, qui font que l'Eurovision, bah, vous voyez, on fait cette émission, on ne l'aurait pas fait il y a 5 ans, Je pense. par exemple. Bon. Slimori, dans le Là, tu as raison, la résonance même médiatique pour cette année. Enfin, Libé, tous les jours, il y a un papier. Enfin, c'est vraiment. Alors qu'avant. Radio je France te a dis, beaucoup on n'en d'envoyés parlait pas. spéciaux, par exemple, à Bâle. Exactement. C'était pas le cas il y a quelques années. Ouais. Slimori, dans le chat, dit perso, ma copine n'arrête pas de chanter l'oiseau et l'enfant, c'est pour ça que je déteste l'Eurovision. Plus sérieusement, Nicopi, salut Nico, merci de nous rejoindre. Nicopi qui vous demande, davantage Ouais. qu'à moi. Je me suis toujours demandé pourquoi des pays non européens participaient à l'Eurovision. Très bonne question, on se les demande. On pense à l'Australie peut-être par Oui. exemple. Alors, deux choses. Pour faire partie de l'Eurovision, du concours de l'Eurovision, on n'est pas obligé d'être un pays européen. Mais il faut être affilié à l'UER, l'Union des radios européennes. Et donc, les radios publiques peuvent, à ce titre-là, candidater au concours de l'Eurovision. On pourrait avoir les États-Unis un jour si une radio Ouais. publique Qui décidait, veulent d'ailleurs, qui qu'ils veulent organiser leur propre Eurovision. Les États-Unis. L'Australie a été demandeuse. C'est parce que c'était très regardé en Australie que tout d'un coup, ils ont demandé à participer à travers leur radio publique et leur télévision publique, pardon. Et du coup, l'Australie participe maintenant à ce concours. Sur Israël, c'est un petit peu différent. C'est que Israël le disait, au-delà du fait d'être membre de l'UR, disait géographiquement, nous n'avons aucun allié dans la zone géographique dans laquelle on pourrait s'inscrire dans un concours ou une manifestation sportive. Et historiquement, rappelant que l'État d'Israël est aussi l'émanation de ce qui s'est passé en Europe après-guerre. Oui, donc là, depuis ces 2 dernières années, la participation d'Israël, elle est assez controversée. Il y a quand même des polémiques. La semaine dernière, on a quand même 70 d'anciens participants de l'Eurovision qui ont écrit une tribune en Angleterre qui demandait le retrait de la chaîne israélienne qui s'appelle Cannes, qui est Oui, c'est ça. voilà. Et donc il y a eu des manifestations à Bâle. La candidate les dernières d'Israël a quand même été sa prestation a été recouverte par des huées. Cette année, je pense que ça risque d'être la même chose. L'année dernière, la candidate ne sortait pas de son Elle sortait de son hôtel. Elle était évidemment sécurisée Sous par protection, le ouais. Mossad, donc c'était vraiment un sujet. Et alors, l'effet paradoxal de tout ça, c'est qu'au télévoting, puisqu'il y a 2 systèmes de vote, il y a le jury
quelle chance, ça fait partie, Patrice. Et puis, il y a les téléspectateurs qui votent pendant le prime. Et à chaque fois que ces polémiques se cristallisent, et il y a un effet un peu inverse qui fait que Israël arrive toujours très très haut dans le télévoting. Voilà. C'était pas l'inverse? C'était pas plutôt le Ah non, jury non, qu'il non. avait mis très très haut et télévoting, elle s'est effondrée? Non, non, je crois pas. Enfin, peut-être l'année dernière alors. L'année Pas dernière, sûr. c'était elle était très haut dans le jury et le télévoting, je crois Ah que bon, bah, tu vois, je me trompe. elle Mais s'est écroulée. en tout cas, là, Alors on que mise. Ouais. l'Ukraine qui a gagné en 2022, l'Ukraine, c'était là, ça a bénéficié d'un vote des téléspectateurs énorme avec la guerre et tout ça. Cote de sympathie, Ouais, voilà, il y a eu forte. vraiment ce truc-là. Moi, je pense que pour Israël, c'était l'effet Ah ouais. inverse. Ouais, Bah, très tu vois, très juré et derrière eux, bim. Voilà, j'ai lu l'inverse, mais c'est fort possible. Il est plus doué que moi en statistiques C'est qu'il est doué en Eurovision. tout, fils de Maïs. Mais ce qui est important à dire aussi, c'est que la Russie est dégagée du concours depuis le Oui. démarrage de la guerre en Ouais. Ukraine, depuis l'invasion de Il n'était pas l'Ukraine question par la qu'ils Russie. organisent leur propre concours, par ailleurs? Ah, ça, je ne sais Si, pas. si, si, Je t'as l'ai- raison. Ouais, je l'ai mal mais les vu. États-Unis, la Russie veulent organiser leur propre concours. Les États-Unis, avec les États, ils veulent faire une sorte d'Eurovision avec tous les États américains. American Eurovision. Et, Poutine avait dit, voilà, comme il était très vexé qu'on l'exclut en disant, bah, nous, on va faire notre propre Eurovision Moscouvision. aussi. Voilà, ouais, Moscouvision. Et donc, voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours ces quelques petites, la géopolitique, que ça soit, voilà, bon là, en raison de la situation de Gaza, mais c'est aussi la géopolitique, comme il disait Didier, en termes de vote. Enfin, il y a des fois, c'est très 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 compliqué pour. Oui. L'ex-bloc de l'Est vote pour ses camarades, les pays méditerranéens La Chypre pour la Grèce et voilà, vice votent versa. pour leurs copains d'à côté. Et nous, alors, les pays francophones, on n'est pas du tout solidaires, Non. hein, rarement. Hein. Rarement. La Belgique, on pense toujours qu'ils vont nous donner 12 points, Macache. Monaco, enfin, oui. Luxembourg. Alors Luxembourg revient cette Ouais, année après oui. 31 ans d'absence. Ouais. Donc on peut peut-être espérer Ce qui- les points du Luxembourg. C'est symbolique, hein, le Luxembourg, puisqu'en 1965, France gagne pour le Luxembourg l'Eurovision avec Quelle idée. Poupée de cire, Poupée de son, une chanson écrite par Serge Gainsbourg. Encore, ouais. Et c'était aussi un tournant pour l'Eurovision qui avait démarré en 1956, puisque c'est la première année où il y a un effet européen sur une chanson, puisque effectivement France Gall sera numéro 1 ou top 5 dans beaucoup de pays européens avec sa chanson écrite par Gainsbourg. Et c'est drôle, on est en Suisse cette année et en 56 c'était en Suisse. Voilà, à Locarno. Voilà. J'ai vu que tous les artistes qui n'avaient pas été qualifiés avaient fait le choix de chanter uniquement en anglais. Est-ce que ça peut nous Cette laisser année penser? Oui. Alors déjà cette année, on a quand même 5 pays qui chantent en langue française, donc ce qui est C'est quand même- historique. Hein. C'est historique. Enfin, ça hein, fait longtemps en tout cas. Voilà, on a Israël et les Pays-Bas qui injectent quelques éléments en langue française, et puis ensuite la Suisse, le Luxembourg et la France. C'est vrai que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu 5 pays qui chantent. Non, alors je suis pas sûr au niveau des éliminations. Pour l'instant, la grosse surprise de l'élimination de la première demi-finale, c'est l'élimination de la Belgique. La Belgique. Voilà, qui était quand même 5e des bookmakers et qui. Alors lui, il comprend pas du tout. Hein. Alors là, il est très très en colère de tout. Là, on l'a entendu. Et ça veut dire que la Belgique qui avait pas pris Mentissa, qui chantait en français, Mentissa qui a la protégée de Vianney et qui est éliminé aux sélections, mais sauf que ça s'est déroulé en terre flamande. Hein. Ah, Ouais, ça oui. sent une année en terre. Alors, Ouais, ce ça que j'allais des dire, impacts, mais Jerry sur dans le votre chat dit question- n'oubliez pas que le jury belge est une année sur 2 francophone et l'autre année C'est ça. Oui, c'est vrai. néerlandophone. C'est ça. Oula, il y a des spécialistes. Ah, mais hein. nous avons de grands spécialistes dans le chat. Mais ce qui est Didier Varro. intéressant dans votre question, c'est que on a souvent dit au contraire que c'est parce que les pays maintenant chantaient en anglais que la victoire était plus facile. C'est vrai que dans les années 60 et 70, J'avais cru lire on le était contraire. obligé de chanter dans sa langue Natal. Ouais. natale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et d'ailleurs, il y a des chansons qui ont représenté la France, qui ont mélangé l'anglais et le français. Natacha Saint-Pierre, Ouais. québécoise qui représentait la France. Il y a plein Je n'ai d'anomalies que mon comme âme. ça. Voilà, où le refrain était en anglais. Et c'est quelle année? C'est il n'y a pas longtemps. En qu'il y a une breton, chanson. Oui, mais ça a été adoubé par le gouvernement français. Mais il y a une année où le ministre de la Culture, il y a 2 ans, et c'est quand est-ce que la dernière année où il y a une chanson française avec un refrain en anglais? C'est peut-être Bilal Hassani, non? Ouais, ça devait être Hassani. Ou Puis la il y a eu une ministre de la petite- Culture il y avec avait une une polémique séance. aussi pour Sébastien Tellier qui avait chanté C'est un chanté en anglais. scandale que la France soit représentée par une chanson qui est chantée à la fois en français et en anglais. Voilà.
Donc, C'est un Et sénateur. qui c'est était le ça. ministre de la Culture à l'époque? C'est un sénateur qui a fait un scandale. oui, mais le ministre de la Culture avait relayé ça aussi. Mardi, il y a quelqu'un qui s'est pointé en visioconférence et on dit que ce quelqu'un pourrait peut-être pointer son nez lors de la finale. Chère famille de chers l'Eurovision, fans et amoureux de la musique du monde entier. I'd love nothing more than to be with you J'aurais in Basel right now. vraiment aimé être avec vous. Switzerland will forever hold La a special Suisse place in my heart. m'a apporté beaucoup de choses It's a country that extraordinaires. believed in me and Le gave pays a me the cru en moi chance et m'a to donné be ma part of chance something so extraordinary. de remporter déjà l'Eurovision en Winning the 1988. Eurovision Song Contest for Switzerland in En 1988 1988, yeah, ouais, déjà, was a life-changing moment. ça a changé ma vie. And I'm so thankful for everyone who supported me. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Now, Maintenant, 37 years later, 37 ans plus tard, vous vous rendez compte, je sais, oui, c'est incroyable. C'est très, très émouvant de voir la Suisse gagner et organiser à nouveau l'Eurovision. Merci à tous les Suisses pour votre amour. Cette nuit est la vôtre. J'espère que vous êtes fiers. Elle va parler en français maintenant. La musique nous unit, pas seulement ce soir, pas seulement en ce moment merveilleux. Elle est notre force, notre soutien et notre accompagnement dans les moments où nous en avons besoin. Je vous embrasse, Europe et le reste du monde, bien sûr. Bisous, je vous aime. Vous avez reconnu la traduction enthousiaste de Stéphane Bern. Chers messieurs, qu'est-ce que Céline Dion vient faire là? Bah, Céline Dion, qu'est-ce qu'elle vient faire C'est la là, reine, c'est déjà. c'est déjà, ouais, c'est la queen, C'est effectivement. une des reines de la pop. C'est quand même, elle a représenté la Suisse en 88 avec Ne partez pas sans moi. Ça a été quand même voilà, les prémices de sa carrière avant qu'elle explose. Et puis à un moment donné, bon bah Céline Dion, on l'a vu au JO. Maintenant, dès que Céline Dion se produit avec sa maladie de l'homme raide et tout ça, on sait que c'est très aléatoire. Donc ce serait énorme qu'elle soit sur la scène de l'Eurovision. Alors dans quelle est-ce qu'elle va chanter? Est-ce qu'elle va remettre le trophée? On a parlé de répétition avec un symphonique, avec une doublure Oui. fantôme, je ne sais pas, écoute. Elle arrive Mais à Paris hier. Ce qui est Elle est capable Ah, de chanter sur scène bah, sur elle une scène peut, hein, si sa maladie ne l'empêche pas, puisque c'est une maladie qui se déclenche de manière assez abrupte. Ce qui est quand même intéressant avec cette rumeur autour de Céline Dion, c'est que depuis quelques années aussi, ce concours Eurovision, pour les organisateurs, est l'occasion de donner une dimension mondiale à cette émission. On a eu Madonna une année, on a eu Justin Timberlake, donc ce sont des artistes Mika. de dimension mondiale qui viennent tout d'un coup adouber un petit peu la légitimité de ce grand concours. Un mot sur Mika, Patrice? Non, mais Mika je crois qu'il y avait présenté en Italie, hein, c'est ça? Oui, Il, oui, était- bah, il oui. faisait partie Ouais, ouais. il faisait partie des présentateurs. Mais oui, et c'est vrai que la Céline Dion, ça prend un peu le dessus sur la compétition. Là, vraiment, elle Madonna- serait arrivée à Paris. Alors, certains disent. Elle enregistrerait aussi son album avec Goldman. Mm. Est-ce qu'elle va profiter de... C'est pas loin, hein. C'est pas loin. Ah oui, bah non, c'est pas loin. Regardez, même Louane est venu faire une pré-partie la semaine dernière à Mulhouse, parce que Mulhouse est à 30 km de Bâle, donc voilà. Donc non, là c'est pas très loin, donc on peut espérer. Et je pense que les gens seraient très déçus. Je sais pas ce que tu en penses, Didier, si elle y était pas. Ah bah ça serait en plus. Elle a un c'est peu trop formidable teasé, parce là. que c'est Oui, c'est ça. vraiment Bah oui. dans sa biographie personnelle. Ne partez pas sans moi. C'est des Laissez-moi images vous suivre. qu'on retrouve tout le Sa temps. chanson. Effectivement, l'Eurovision, le fait que ce soit une Québécoise qui représente la Suisse. Voilà, il y a tout ce truc qui fait que c'est assez exceptionnel, quoi. Comment on choisit le pays hôte? Dans les coulisses, il se passe quoi? Le pays hôte, c'est celui qui Qui a gagne. gagné l'année précédente. D'où le fait qu'on est obligé de recevoir quand on gagne. Sauf l'Ukraine, Sauf l'Ukraine, ouais, voilà. évidemment. La question Ce était sont les complètement Anglais qui ont co-organisé avec les Ukrainiens le grand concours de l'Eurovision. Et comment on est sélectionné très concrètement? Moi, si je veux me présenter à l'Eurovision, comment ça se passe? Ben, ça dépend des années. Cette année, Là, j'ai l'impression que c'est la chaîne. Est-ce qu'il faut être très suivi cette par, année, l'année est-ce qu'il faut être dernière, porté c'est la par une chaîne, c'est Alexandra est-ce que- Redamiel, C'est qui la est donc chaîne, la voilà. directrice des La variétés. délégation, oui, Voilà, la qui est, délégation française. comme il y aussi. avait eu Marie-France Brière à une Voilà. époque, etc., qui a choisi. Mm. Les années d'avant, c'était Destination un programme, Eurovision, un programme qui avait lieu le samedi soir sur 3 que semaines. les téléspectateurs, c'était les téléspectateurs qui choisissaient leurs candidats.
On murmure quand même que depuis 1 ou 2 ans, France Télévisions réfléchit à organiser une sorte de festival de San Remo qui pourrait, Festival de San Remo en Italie, qui est une des plateformes essentielles pour la sélection du candidat italien. Ou comme le disait Patrice sur la Suède, où pareil, Mélodie Festival. voilà, Ouais, il ouais. y a un festival Ouais. qui... Sauf que, est-ce que voilà, les destinations Eurovision, ça n'a pas spécialement. Ça n'a jamais eu- marché. Ça n'a pas marché, hein, ça n'a pas eu un impact et tout. Alors que San Remo, c'est quand même. Ouais, ouais. Ce sont des institutions. C'est des institutions. Puis c'est des artistes. Voilà, on a eu Mahmoud qui a fait 2 fois l'Eurovision, qui est quand même une immense star en Italie. Enfin, Luigi Tenco à l'époque, qui était l'amant de Dalida et voilà. Donc non, il y a quand même Alors, en Italie, c'est quelque chose de. D'ailleurs, les Italiens sont très Eurovision, mais ont toujours un petit sourire quand ils parlent de l'Eurovision, puisque lorsque a été créé l'Eurovision en 56, ça s'est pas créé comme ça, hein. Dès 1950, l'Union des radios européennes réfléchit à un concept pour illustrer l'arc culturel européen, et ils se regardent et ils se disent, il faut faire San Remo. Donc, en fait, le concours Eurovision est né du succès du festival de San Remo, qui est né 1 ou 2 ans avant. C'est ça. Voilà. Mais petite exception aussi, les Italiens, le vainqueur de San Remo peut choisir ensuite s'il va faire ou pas l'Eurovision. Le gagnant de San Remo cette année a dit non. Mm. Donc c'est le deuxième qui représente l'Italie. Donc voilà, c'est pas une obligation c'est pas dans contractuellement de dire on gagne San Remo, il faut faire l'Eurovision. C'est le candidat qui a le choix de dire oui ou non par la suite. Cristalgre, oh, décidément, je ne sais pas prononcer ton pseudo. Cristalgre, dans le chat. Est-ce que Ludo chante bien déjà? C'est un impondérable avant de faire l'Eurovision. Alors, je ne sais pas comment chante Didier Varro, mais en tout cas, je suis certain que je chante mieux que Patrice Demeilly. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. La Suède, plus sérieusement, enfin, demi plus sérieusement, parce que vraiment tu chantes mal. La Suède compte cette victoire à l'Eurovision, égalité avec l'Irlande pour le pays qui a le plus de victoires. Est-ce qu'il y a un miracle suédois? C'est quoi la recette de la Suède? Bah, c'est ce que disait Patrice, hein, C'est une tout à l'heure. institution. C'est une institution. C'est une Parce que c'est porté institution. par les Ils Suédois. ont quand même des compositeurs, même des scénographes. Le scénographe de Louane cette année, Ils arrivent c'est à le scénographe qui a fait proposer un gagner. truc qui rentre dans le calibre. Voilà, le scénographe de Louane. On demande beaucoup aux Suédois, même pas que pour la chanson. On demande là, c'est Fredrik Nirman là qui est le Ridman, pardon, qui est le scénographe de Louane, qui a fait 2 fois, qui a gagné 2 fois. Donc 2015 avec Mans Zelverlo qui avait gagné avec la Suède et qui a fait également la scénographie de Nemo pour la Suisse l'année dernière. Est-ce que la mise en scène compte plus que la chanson? C'est hyper important. Aujourd'hui, oui. Alors, dans les Avant, années... c'était pas le cas. Ah bah pas du tout. Dans les Bah années non. 50, 60, 70. On derrière un peu de micro. Alors, si, peut-être que la première fois où la mise en scène, ou en tout cas les costumes, ont vraiment beaucoup compté, c'est ABBA. Oui. Donc 74, là il y a tout d'un coup cette espèce de mise en scène très queer du groupe et du sens de la chanson aussi, Waterloo, qui fait que tout d'un coup les artistes se sont dit, pour gagner il faut avoir la bonne chanson, il faut avoir les bons costumes et il faut aussi avoir la bonne scénographie. Mais aujourd'hui, il faut pas oublier qu'entre les années 80 et les années 2010, il y a un truc qui s'appelle la culture de l'entertainment dans les arénas, dans les accords arénas. Voilà, il faut être à la hauteur de ce que les artistes, les plus grands artistes planétaires, Beyoncé, Madonna, Justin Timberlake, ou les rappeurs, donnent dans un concert lors de leurs prestations. Voilà, et vraiment, pour ça, c'est plutôt assez réussi. Et c'est un peu le point faible de la France, la scénographie. Ça a été longtemps pointé comme un point, Ça dépend comme un des point années, quand faible. même. Tu trouves pas que l'année de Bilal, c'était pas mal quand même, Bilal Hassani, avec ses 2 danseuses Et parce que Bilal incarne une nouvelle génération de chanteurs, probablement, alors que la France n'aime pas beaucoup les mélanges des genres, certainement, non? On n'a pas, C'est on a c'est quand même- imbécile de enfin, dire j'ai ça. pas trouvé que on n'a pas eu beaucoup de scénographie percutante. On a essayé l'année dernière avec Slimane, qui était plus on a un peu joué sur le mouvement de la caméra, et puis sur la capella. et sur la capella. Qui était quand même l'idée géniale. Ça c'était magnifique. Ouais. Voilà. Et on se dit quand même que Barbara Pravi, on avait choisi, à l'inverse de tous les pays, une scénographie ultra cistercienne, quoi. C'était une douche de lumière et cette silhouette à la Piaf et la gestuelle de Barbara Pravi. Et c'est tout. Je crois qu'il joue un peu là-dessus cette année aussi. Moi, j'ai pas. On va oui, voir bon, ce soir. on verra ça ce soir, mais après, il y a toujours le questionnement sur le choix de la chanson, pour qui envoyer d'une certaine manière, parce que là, on est quand même, on renoue beaucoup, enfin,
avec la balade, hein, la Mmh. balade sensible, c'est un peu, c'était le cas avec Slimane, c'est encore le cas cette année, c'était le cas Barbara, on était Barbara dans Pravi. voilà, c'était bon, on a une balade un peu Mmh. plus valse, on va Mmh. dire, mais Patricia Cass, quand elle avait participé, c'était aussi une balade. Est-ce qu'à un moment donné, parce que voilà, comme il dit, les Suédois, pourtant cette année, ils sont à contre-courant Ouais, de c'est leur, ça qui est- leur proposition ils habituelle. Ils sont tellement énervants. Ils arrivent toujours avec la chanson pop ultime, Voilà. et cette année, ils arrivent avec une Un chanson folklore. folklorique Oui. en suédois. Ils chantent en suédois depuis la et- première fois depuis 98 et Qui- ils sont encore favoris. Et qui vantent les mérites du sauna. Ouais. Moi, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et voilà, et pourquoi nous on essaye. Alors on avait essayé Sébastien Tellier hein, à un moment Ouais, voilà, c'était une pas mauvaise idée. Hein. 19e. Non mais bon, et est-ce qu'un Philippe Catherine pourrait, après l'effet JO, ça pourrait être avec une proposition un peu décalée. Et j'ai l'impression qu'on n'ose plus nous faire quelque chose de décalé. Oui, c'est vrai, parce qu'on s'est planté beaucoup dans le décalage, y Bah, compris avec les tu Bretons. tu peux Avec les raconter un peu, Bretons, par exemple, est-ce qu'il y a eu des gros plantages, est-ce En qu'il y a eu France des accidents industriels français? Ah bah oui, il y en a eu plein. Hein. Ah bah il y a eu Jessie Matador. Bah non, mais c'est Alors vrai, qui il est y a eu Jessie Jessie Matador, Matador. Mais non mais bon, c'était un gros plantage. Non, il y en a eu pas mal. Hein. Je les ai plus en tête. Et un gros le plus Ah gros- si, l'amour français, là, comment ça s'appelait L'amour à la française. L'amour à la française, Ouais. ça aussi, ça n'a pas du tout les marché. Fatal Picard. Et voilà. Et les moustaches, là aussi, c'était quoi ça? Twin. Twin, ça, Ouais. ça c'est le plus gros plantage. Ouais, Twin, c'est, non, je le crois, le plus gros plantage, mais c'était pour des raisons qui n'étaient pas, pour le coup, je crois qu'on arrivait 23e sur 24, c'était Dan Arbraz et l'héritage des Celtes. Et c'était à l'époque où Jacques Chirac avait fait les essais de Mururoa, et je crois on l'a payé, et voilà, la France était détestée avec, voilà, et donc on C'est- arrivait 23e. c'est vrai qu'on a tout essayé. On a Oui. essayé le Corse avec Patrick Fiori, Mama Corsica. Bon, c'était pas Ça va, catastrophique. ça, 5, mais bon, oui, c'était pas. Top 10 quand même. hein. On a tout essayé, les vieilles gloires des années 60-70, type Gérard Lenormand qui reviennent. Ça marche pas. On a essayé Patricia Cass, la star des pays de l'Est. Et s'il Ça fallait marche le pas. faire? Voilà. Serge Lama 10e. voilà. Non, on a essayé, on a vraiment essayé plein de combinaisons. hein. Ouais, C'est ouais. vrai que voilà, comme disait tout à l'heure, Natacha Saint-Pierre, une québécoise. Non, il y a eu vraiment une chanteuse de Pascal Sevran, Virginie Pouchin aussi, qui arrivait dans les choux, qui faisait le télécrochet de Pascal Sevran. Ah si, un bon plantage aussi, c'est comment elle s'appelle Lazara. Non, bah, Lazara, c'est un mi-plantage. Bah, c'est un doigt d'honneur qu'elle a Oui, fait. c'est un doigt d'honneur. C'est un doigt d'honneur qu'elle a fait. Mais celle qui vantait, qui parlait de la guerre de 14, comment elle s'appelle? Ah, Oui, voilà. oui, c'était un Ah, attendez, c'était un peu messieurs, une il faut violation, recontextualiser pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi cette chronologie. Alors, qui a vanté les mérites de la guerre de 14? Je sais plus comment elle s'appelle. Lisa Angel. Ah, Et peut-être de quelle manière? Voilà. Ben, on avait misé sur encore une voix puissante entre Ginette Renaud et Edith Piaf, avec voilà, uniquement la voix, une chanson qui parlait de la tragédie de la guerre de 14, avec des images en 3D dingues, où elle chantait quasiment dans les tranchées. Voilà, Et et la ça désolation. Voilà, oui. Ça n'a rien fait. Par contre, nous, ça nous donne beaucoup de bonheur quand on regarde. Vous Sauf imaginez que bien. voilà, mais bon, on aime beaucoup Lisa, mais Enfin, toi. ça respirait pas le charisme, ça respirait pas beaucoup le charisme de scène. Et c'est important, ça, le charisme aussi, c'est qu'à un moment donné, le chanteur non binaire Nemo qui gagne la dernière, il y a un charisme. Il est là sur scène, il se passe quelque chose. Il y a un discours aussi. Il y a un discours, il y a Ouais. quelque chose. L'Israël, quand elle gagne en 2018, elle a Neta qui ressemble, qui est un peu un physique à la Bev Ditto de Gossip, mais elle a un charisme incroyable. Et Oui, donc puis un discours aussi, on est voilà, en plein ça, début absolument. de l'explosion du mouvement MeToo, et elle Absolument. relaie ça. C'est aussi quand même C'est un un vecteur, effet hein. miroir évidemment de toutes les avancées sociétales ou de tous les questionnements sociétaux qui traversent l'identité de chaque pays. C'est ça aussi, hein, l'Eurovision. La vie secrète d'un phénix, c'est le pseudo d'un de nos viewers. Salut, la vie secrète d'un phénix, qui Ah. dit Madame Monsieur a été sous-cotée par l'Eurovision. C'est vrai, je suis assez d'accord. Moi, je pensais qu'on finirait top 3 et ça a été une grosse déception. Chanson engagée hein, sur parce une que ça histoire parlait d'une de- petite... qui avait été choisie à destination Oui, Eurovision aussi oui. donc par les téléspectateurs, avec un refrain. Le titre de la chanson, c'était Merci, et le merci, tout le monde comprend ce que ça veut dire. La thématique des réfugiés était quand même une thématique qui traversait Ouais. tous les pays européens.
Moulin, un duo habillé par Jean-Paul Gaultier. Enfin, il y avait... Et bon, ça n'a rien fait. Alors, moi, sur Madame Monsieur, si tu poses la question, c'était donc la destination Eurovision. Et cette année-là, il y avait en face Lisandro Cucci. Ah. Et Nous y voilà. Et moi, je pense que moi je pense que voilà, alors, on devrait pas, enfin voilà, on a fait voter les téléspectateurs et avant il y avait un jury. Toi, t'es contre la démocratie. Non, il y avait un jury. Il y avait un jury dont c'est pas un démocrate, hein, lui. Dont Gustafsson, enfin le mec qui est le directeur de l'Eurovision, qui était dans le jury. Et après cette destination Eurovision, et moi je suis tout à fait d'accord avec Madame Monsieur, c'était une bonne chanson, mais je pense que la chanson Lisandro Cucci était beaucoup plus calibré pour l'Eurovision. Et ce chef de la délégation suédoise qui votait, il dit la France ne veut vraiment pas gagner l'Eurovision. Ils avaient vraiment cette année la chanson qui pouvait l'emporter. Et je suis assez d'accord. Et moi j'étais très en colère de ça. J'étais très en colère qu'on n'ait pas envoyé Lisandro Cucci, qui avait un truc un peu la Justin Timberlake. Il dansait, il y avait ce truc. Je me souviens. Mais oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas digéré. Ouais, mais moi j'aimais bien la thématique, que la France porte cette thématique des réfugiés. Puis il y avait ce truc-là que tout le public reprenait. Il y avait une gestuelle aussi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas dit que c'était une mauvaise chanson, mais je pense que c'était beaucoup plus controversé, même par rapport à la thématique. On pouvait très bien, il y a certains pays on savait très bien qu'elle n'allait pas voter à cause de ça. Donc c'est un peu dommage, il fallait le mettre. Mais ça reste une bonne chanson. Bon, Kyle dans le chat est très d'accord avec vous. Il dit moi je pense que Lisandro aurait fait mieux. Ouais. Et Kyle propose quelque chose. Il dit il existe de saines colères, Patrice Devailly. En fait, il faut faire comme la Suède. Il faudrait un jury mais européen avec aucun Français dedans. Oh ben non, c'est pas drôle quand même. Un jury pour sélectionner la France. Il faut faire comme la Suède, il faut un jury, mais un jury européen. Ah, ouais. Au Melody Festival, c'est un jury européen qui choisit la Suède. C'est Kyle qui le suggère. Je suis pas suggère. certain, ça, par contre. Ouais, moi, oui. On peut parler de la question du jury, par exemple. Pourquoi faut-il à ce point-là un jury professionnel ? Qu'est-ce que ça veut dire un jury professionnel ? Pourquoi on ferait pas voter tout le monde ? C'est un peu. Non, mais c'est ce qu'il sait. C'est parce qu'après ça, comment dire ? Ils savent un peu ce qui Après, peut il y a un marcher à intérêt l'Eurovision. économique. Oui. On a un peu. Normalement, on est censé avoir une expertise en tant que professionnel de la profession, comme disait l'autre. Et puis en tant que passionné de l'Eurovision aussi, parce oui, que voilà. tous les journalistes musicaux ne sont pas, comme DJ et moi, transcendés par l'Eurovision. Nous, on a fait notre coming out il y a longtemps, mais bon, il reste quand même beaucoup de gens qui le regardent avec. Mais c'est marrant parce Ils sont en train de sortir du bois là. Non, mais c'est assez marrant parce que chaque année maintenant, j'ai des amis journalistes très comme il faut, qui me disent tu fais quoi pour l'Eurovision? Donc on sent que le coming out s'intensifie quand même. Ce que tu constates? Moi depuis, j'ai pas loupé une édition depuis 91. Moi j'ai eu un choc émotionnel en découvrant c'était la chanteuse suédoise qui avait gagné, Carola, et c'est l'année qui avait battu Amina. Et ça aussi, Amina. Quel scandale, Amina, quand même. Oui, mais alors Amina, elles auraient dû gagner toutes les deux. Elles étaient ex-aequo. Alors ça, j'ai regardé tout l'historique des règlements de l'Eurovision avant de venir quand même. J'ai voulu faire mon métier. J'avais pris même mon petit carnet que tu je n'as n'ai pas ouvert. Mais c'est hallucinant. À partir de la fin des années 60, le règlement change quasiment tous les ans. Qu'est-ce qui change? Le mode de sélection, langue natale ou pas langue natale, chorégraphie ou pas chorégraphie, groupe qui accompagne l'artiste ou pas, nationalité de l'artiste qui doit représenter son pays, puisque ça aussi, ça a été une des questions qui a été souvent soulevée. Donc, c'est assez marrant parce que c'est... Et donc, les ex-aequo, il y a eu quelques ex-aequo, dont... Carola et Amina. Voilà, à la fin des années 60, il y a 3 chansons qui arrivent ex-aequo et qui remporteront chacune. Ils ont gagné les 3, dont mais la France. Du coup, ce règlement sur les ex-aequo, c'était de dire quand les chansons sont ex-aequo, pour les départager, c'est celle qui a eu le plus de 12 points. Ouais. Et puis si, ce qui était le cas pour Amina et ta chouchou, Carola, elles avaient toutes les deux le même nombre de 12 points. Donc après, on passe aux 10 points. Et c'est Carola qui avait 10 fois 10 points et l'autre 5. Mais c'était le règlement, vraiment c'était dans le règlement. Et ce qui est moi j'aime beaucoup Amina, mais le lendemain elle était invitée au journal télévisé de Paul Amar à l'époque, et elle avait chanté sa chanson un peu comme Chantal Goya au Jeu de la vérité, enfin ce truc où finalement elle perd complètement pied, et à la fin du journal télévisé, sa chanson disait c'est le dernier qui a parlé qui a raison, et en plein milieu du JT, Amina chante c'est le dernier qui a triché dans leur maison.
Et ça avait fait, et ça, Amina, ça l'a un peu comme Chantal Goya, ça avait été un peu le début, la fin de sa carrière. Chanson importante quand même. On était pendant le déclenchement de la guerre du Ouais, Golfe. absolument. Et moi, j'avais été accompagné Amina au Liban l'année suivante. Et là, c'est comme quand j'avais accompagné Nina Borato à Dublin. J'avais été halluciné. On arrive à l'aéroport de Beyrouth, que ce soit l'occupant, la Syrie, les Syriens ou les Libanais, tous, ils avaient l'impression d'avoir Madonna. C'est-à-dire qu'au Liban, l'Eurovision, c'est aussi une institution dans les pays méditerranéens. Complètement, oui. C'est aussi une institution, c'est un moment. C'est un moment de vivre ensemble aussi, hein. C'est un peu une safe place dans un monde quand même de chaos et de tumulte. Et on est à la fois dans l'amour et la passion de la chanson, dans la légèreté, dans la rigolade aussi, parce que c'est important. Et Événement musical le plus regardé au monde. Hein, ça, c'est... À cet égard, dans le chat, Deyonu, salut Deyonu, dit ça me fume que le sujet soit traité aussi sérieusement, j'adore. Alors merci d'adorer ce que mes deux invités disent, parce que moi j'interviens pas beaucoup. L'Eurovision, c'est un sujet sérieux. Pourquoi c'est un sujet sérieux, l'Eurovision? Bah, ne serait-ce que il sollicite Faut le des traiter de manière tensions légère, mais- géopolitiques. La candidate israélienne est une des victimes du 7 octobre cette année. Donc on imagine que les pétitions et les tentatives pour interdire la participation d'Israël cette année, quand vous avez une candidate qui a survécu au massacre du 7 octobre, pardon, bah, voilà, on voit bien que la collusion avec la politique internationale fait que tout d'un coup, ça devient un enjeu très sérieux. L'année dernière, moi, le jour même de l'Eurovision, j'étais invité dans C'est dans l'air, qui est quand même une émission qu'on peut dire très sérieuse, Oui. parce que à quelques heures de la finale, on ne savait pas ce qui allait se passer pour la candidate israélienne. Et il y avait vraiment Ouais. un enjeu géopolitique très fort, avec des tensions extrêmement fortes au niveau sécuritaire aussi, parce que c'est quand même un rassemblement avec des centaines de milliers de gens qui sont, enfin l'année dernière surtout, je pense qu'à Bâle c'est un peu plus sécurisé, hein, il y a un peu moins de monde, mais c'est quand même c'est aussi ça l'Eurovision. En 2017, l'Ukraine, qui fait quand même la une de l'actualité encore tous les jours, souhaitait que la Russie ne participe pas au concours en 2017. Hein, Déjà, ouais. 2017. Et après moult polémiques, finalement, l'Ukraine sera condamnée à 200 000 euros pour avoir demandé l'interdiction de la Russie au concours Eurovision. Le fait que la Russie n'y participe plus aujourd'hui, on voit bien. Et puis quand même, sur le volet de la visibilité LGBTQIA+, regardez aussi les réseaux sociaux et regardez aussi ce qui est dit sur les artistes queer qui participent à l'Eurovision. C'est pas Tu veux toujours dire, très c'est sympa. pas toujours très Bah, léger, il pas toujours suffit très d'aller- sympa. oui, et que- Lydia a tout à fait et que c'est raison. C'est que franchement, quand on voit les commentaires après la victoire de Nemo, Première artiste non binaire. non binaire l'année dernière, c'était. On se rappelle de c'est- Conchita Wurst, c'est- déjà, C'était assez absolument. effrayant, hein, Conchita Wurst. Il y avait moins les réseaux sociaux, mais ça avait fait une énorme polémique. C'était, on va dire, vraiment la première, c'est 98 d'Anna International avec Diva qui représentait l'Israël. Israël qui avait une candidate transsexuelle, donc même dans son pays, Ça a c'était été très, transgenre. ça a été très très compliqué. Et pour répondre à ce jeune garçon qui pose la question du pourquoi c'est sérieux, parce qu'en fait, en même temps, je crois que c'est les JO de la chanson. En même temps, ça reste une compétition. Une compétition, c'est un peu comme le sport. Donc ça frétille, ça donne, ça bouscule les passions et voilà. Mais qu'après, voilà, on peut le prendre sur le voie de la légèreté ou soit, mais la plupart du temps, on le regarde de manière très très légère quand même. Hein. On Mais n'est pas oui. non plus, on n'est pas en On rigole pas en quand même sueur, vachement, hein, Il y quand a même. beaucoup de second degré dans l'Eurovision, quand même. Bah, bien sûr. C'est quoi l'économie du concours? Qui paye quoi? Ben, ce sont les contributeurs, les organisateurs, les co-fondateurs de l'Eurovision qui contribuent au financement, dont j'ignore totalement l'enveloppe aujourd'hui financière. Moi, c'est là, qu'il fait. pour le coup, Mais ouais. voilà, Mais donc, c'est les chaînes, ouais. la France, notamment, Les pays contribue, voilà, le Big Five. Big Five, ce qui fait qu'on passe pas par la case des demi-finales. La Suède, qui pourtant qui risque d'être le plus grand au palmarès avec peut-être 8 victoires après-demain, la Suède passe toujours par la case demi-finale. Alors que la France, nous, on est tout de suite en finale, étant le pays Il y a fondateur. la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. l'Allemagne, et il m'en manque un, c'est pas l'Espagne? Si. Ouais, voilà. Dans le chat, DG Romanos dit c'est notre Coupe du Monde à nous, les gens queer. C'est un peu vrai. Voilà. Je suis d'accord. Ben voilà.
Et On en qui revient dit avec Varro est la compétition d'accord sur sportive. la prise de maillot aussi. Bah oui. Pour le pays hôte, l'organisation est très coûteuse. Ça rapporte quand même du pognon à la fin, non? Alors oui, j'ai vu ça aussi que finalement, Le solde est positif. oui, parce qu'il y a énormément d'Eurofans qui font le voyage chaque année, que ce soit en Suède ou cette année à Bâle ou en Italie. Et la balance économique est plutôt, alors elle est peut-être pas super dans le vert, mais en tout cas ils équilibrent à peu près leur compte, au bout du compte, au bout Et du puis bout du compte. Et puis ça coûte quand même très cher une place pour Combien ça coûte l'Eurovision. une place pour l'Eurovision? Je crois que c'est du 300, du 400 ou des fois jusque du 500 euros pour avoir une place. Et Plus le billet d'avion, plus mais c'est l'hôtel. c'est encore pire que pour avoir une place pour un concert de Lana Del Rey ou de Lady Gaga ou de Billie Eilish. C'est-à-dire que c'est par exemple mon médecin généraliste qui est à Bâle et voilà, il n'a pas réussi à l'avoir pour la finale. Il va voir le vendredi la répétition générale de la finale. Il va voir après là-bas parce que voilà, son mari est fan aussi d'Eurovision. Donc voilà, même mon médecin généraliste est fou d'Eurovision. Il m'a dit cette semaine c'est pas la peine. Hein. Puis je crois que ça profite un peu à la France cette année, puisque comme il n'y avait pas assez d'espace hôtelier à Bâle, beaucoup sont, par exemple, la plupart des journalistes français sont à Mulhouse. je Oui, crois. à 30 km, Voilà. km de Bâle. Ouais. C'est quoi la jauge pour la finale? Alors cette année, c'est pas énorme. Je crois que c'est 15 000 cette Un année. peu plus, je crois quand même. C'est Le plus record, 15, je ouais. crois que c'était au Danemark avec 55 000 personnes dans une arena assez considérable. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Ouais, 15 c'est pas le, c'est ouais, c'est pas. Même l'année dernière, Bah, c'était beaucoup. On n'était pas 60 000 à Malmö, c'était vraiment un énorme complexe aussi. Hein. Ah oui, moi Ouais. j'ai vu que c'était le Danemark qui avait D'accord. la. Dans le. Ouais. Ouais. Tu veux que je sorte mon petit carnet rose Tu l'as, pour l'occasion? tu as les chiffres. regardé. Didier, Tu oui, as je me les trouve chiffres. un peu marri que tu aies noté plein de trucs et que oui, j'ai pas dû je te suis poser les bonnes sérieux, questions. Bah si, peut-être que Ah, si. Didier a une mémoire extraordinaire. Finalement, j'ai une mémoire. Ou alors tu voilà. as le mémoire. Mytho de sa mémoire. Et ça Alors. fait marrer Thierry Dupin qui est dans le studio derrière. On peut dire un truc aussi. Bien sûr. Je vais vous poser la question, cher ami. Est-ce que le concours Eurovision a toujours eu lieu depuis 1956? Bon, Ça, je c'est dans je mes- dois répondre non. Il y a eu un moment où ils ont pas pu. Le Covid. Bravo. Oui. 2020. Eh Et ben, on avait comme représentant Tom Leb. C'est vrai. Avec un. Ouais. Oui. Oui, parce que la France essaye chaque année d'avoir Ouais. pour présenter la chanson. Alors il y a des stratégies différentes, mais à chaque fois, on essaye de donner à la chanson aussi une scénographie avant même que ce soit sur la scène de l'Eurovision. Et cette année-là, ils chantaient sur la Tour Eiffel, juchés sur la Tour Eiffel, comme Mais je crois Céline qu'on est Dion. quand même content que c'est pas eu lieu parce que je crois que Et ça a été ça un aurait été bide très total compliqué parce pour qu'il y le a eu un classement. orage et une tempête famélique. Et en fait, Oui. ils ont été obligés d'empexer un truc, et que ce soit sur la Tour Eiffel ou ailleurs. Et puis, de toute façon, il avait enfin, c'est pas il avait pas de charisme, quoi. Mais la chanson n'avait Ah pas. bah non, mais là je beaucoup crois que de- c'était Il était profondeur mignon, du mais- classement Alors, je obligatoire. cherche, mais je vais retrouver. Une autre question de Didier Varro. Non, ça suffit. Non, mais T'as bien je vais répondu. retrouver. Hein. J'avais noté la. Excusez-moi, j'avais pris plein de notes, voyez. Mais Sérieux. Mais on est sur Twitch, il peut y avoir des blancs. J'ai même lu Jean-Claude Pascal dans ton. Ouais, bah, parce que J'ai c'est lu Jean-Claude important. Pascal dans ton Bah, carnet. Jean-Claude C'est quand même pas rien, Pascal, Jean-Claude Pascal. 1961, il représente oui. le Luxembourg, première chanson ouvertement queer de l'histoire, presque pas de l'histoire de la chanson française, mais en tout cas de ce concours Eurovision. Et c'est une chanson bouleversante et qui racontait le destin des amours impossibles entre deux garçons qui s'aiment. Pendant qu'on est dans les questions, qui est la dernière candidate française à avoir remporté l'Eurovision? Ah, il y a un piège, puisque c'est donc pas Marie-Myriam. Non. Quelle est la dernière candidate française à avoir remporté l'Eurovision? Pour un autre pays. Oui, donc pour un autre pays. Thierry, si tu veux participer, n'hésite pas. Hein. Vas-y. Corinne Hermès. Ah, si la Si vie la est vie est cadeau. cadeau. Mais Alors, ouais. qui est Nous, Corinne- mais pour c'était le du bleu. Luxembourg. Voilà, Voilà. exactement. Qui est Corinne Hermès? Corinne Chanteuse Hermès. française qui a Chanteuse. représenté le Luxembourg, qui est donc la dernière C'est vrai. représentante, voilà, qui a gagné, qui chantait Si la vie est cadeau. Votre Voilà. pire souvenir d'Eurovision? Ah, ça c'est une vraiment bonne question. J'allais dire 2020, Covid, privé Non, mais ça, d'Eurovision. c'est un donc, faux. bah oui, mais bon, Ah, quand même, hein, c'était. on avait un manque. ça, c'est On avait un manque. C'est un traumatisme. On a dû s'arranger avec le manque. Voilà. On a dû s'arranger avec le manque. Donc c'est quand même pas rien. Je sais pas. Moi, je dirais quand même peut-être Lazara.
parce que j'y croyais aussi. Moi Enfin, aussi, moi, c'était pas une mauvaise. Alors, on peut dire ce qu'on veut, c'était pas une mauvaise chanson. C'était une bonne chanson. La scénographie était plutôt assez incroyable. Ouais. Bon, elle n'a pas chanté super juste. Vous voyez quand même que c'est important de savoir. Alors que c'est une très bonne chanteuse, mais bon, et puis elle n'est pas rentrée dans le concours. Elle quoi. est ingérable, hein, d'après la Ouais. délégation française. Elle était n'est pas totalement rentrée dans le ingérable. match, comme on dit. Elle est tellement pas rentrée dans le match que ça s'est terminé avec cette polémique. C'est pour ça que tu me regardais Pourquoi tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, au moment des votes, du télévote, elle se rend compte qu'elle va être dans les profondeurs du classement et elle a fait un doigt d'honneur, enfin une sorte Un de beau doigt d'honneur inversé. Ouais, un Oui, très quel- joli doigt d'honneur. Car elle dit, inversé. j'ai cru comprendre que c'était son comportement durant la préparation qui avait été problématique. C'est ça. Oui, 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 Absolument. aussi. Elle n'est pas rentrée dans le Elle match. n'est pas rentrée dans le match, Ouais. comme il dit. Et après, voilà, le doigt d'honneur qui a été truc. Moi, j'ai envie. Ouais, je Et pense puis elle a que- été quand même poursuivie par des insultes sur Instagram, sur X, enfin Twitter, c'était pas X encore à l'époque, parce que c'était pas normal que on n'ait pas choisi une Française de souche pour nous représenter. Ça Ouais, aussi, hein, ça, ça- c'est exactement. Ouais, ouais. c'est quand Mais même moi, c'est chaud. Hein. mais pour elle, je crains que ça va être très difficile de redécoller au niveau de sa carrière. Ouais, Je pense qu'elle va le porter quand même assez longtemps. J'avais trouvé que c'était une très bonne idée moi de aussi. sélectionner La la chanson Vara. était La très chanson bonne. était bien, Ah oui. la scénographie était bien, et puis bing, on se retrouve pas dans les profondeurs, mais quasiment du classement, et voilà, donc c'est pas Bah, un moi, bon souvenir. Quand mon on pire- quand on pense qu'on va gagner, c'est comme quand au foot, hein, quand on est persuadé qu'on va se qualifier, puis que ça. Mon pire ça souvenir, le fait je crois que c'est l'année de Barbara Pravi. Pour deux raisons, parce que vraiment, je trouve, elle était vraiment, on n'avait jamais été aussi proche. Et à l'époque, alors je dis bien à l'époque, hein, la chanson de Maneskin, j'ai pas trouvé ça très très renversant. Je parle de la chanson de l'Eurovision. Après, maintenant j'ai une vraie passion pour Damiano David qui sort son album, Oui, le enfin, chanteur. on se demande pourquoi tu as une de- passion pour lui. de Damiano David. Est-ce dont- que c'est dont- vraiment dont pour la l'album- chanson Et pour quelle raison? Son single est formidable. Enfin, Oui, oui, euh, bon, c'est- oui. c'est Et c'est vrai que la efficace. chanson n'était pas super. Elle n'était pas efficace. super à l'époque Ouais, de ouais, Maneskin. je suis Après, d'accord. ils sont rattrapés mais c'était pas. Et donc je me suis dit, putain, Barbara Pravi qui gagne C'était pas. l'année, quand Ah ouais, même. c'était l'année. Ouais. Parce que c'était vraiment. Elle a incarné de manière incroyable Barbara Pravi. Moi, j'ai eu un frisson quand elle a chanté. J'ai vraiment eu le frisson a parcouru dans la manière dont elle a interprété. C'était tellement, il y avait un truc de très viscéral chez elle, et je me suis dit putain, si cette année-là on gagne, ça va jamais y arriver. Ça va jamais nous arriver. Chers messieurs, il est 18h58, passé de 40 secondes. C'est bientôt l'heure de nous quitter. C'est peut-être l'heure du mot de la fin ou celui de la suite, Didier Varro. Bah, j'ai envie de dire France 12 points. France 12 points. Ça, c'est le truc que je. Vous pouvez pas savoir pendant toutes les. Moi, j'ai regardé l'Eurovision quand j'étais tout petit avec mes parents. C'était un peu une messe dans les années 60-70. Et ce truc du classement à la fin interminable, et plus c'est long, plus c'est bon. Où tout d'un coup, maintenant, bon, ça va très vite parce que voilà, il faut. Avant, quand même, du premier point distribué jusqu'au 12e point, on les donnait tous. Et puis on faisait le mélange. Irlande, 3 points. Ouais. Irlande, 3 points. Moi, j'adorais ça, quoi. C'était Et là, vraiment. c'est plus, Non, c'est ça plus va le même très vite, rythme. hein. Non, mais à l'époque, c'était juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 points. Et ça mélangeait les deux, c'est-à-dire le vote des téléspectateurs et le vote des jurys. Maintenant, c'est en deux temps. D'abord le vote des jurés, et ensuite Mais ça, c'est bien, le ça dure télévote. plus Moi, je longtemps. trouve que c'est plus. Mais ouais. par contre, moi, j'aimais bien le truc du 12 points, du 10 points, avec à chaque fois la traduction. Italie, 10 points. Italie, 10 points. points. Ça terminé par and finally Sweden 12 points. Voilà. Bon, on va bien rigoler demain. Enfin, non, après-demain. pardon. Après-demain. 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 ah oui. Et ce Et- soir, on ne pourra pas voir Louane. Non, parce qu'on va voir mieux sec. Patrice C'est le Debailly, choc des mondes. le mot de la fin ou le mot de la suite? Le mot de la fin. Avant mieux sec. On ne gagnera pas. Alors, Fabien Randam, qui est le grand spécialiste de Oui. l'Eurovision, lui dit qu'on va gagner. Et il le dit, alors on va voir ce soir, s'il le confirme. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais je pense que si, Non. ça- Non, si 24 secondes. si Ah, dans ouais. les si dans les 48 heures ça change pas trop dans les bookmakers, ça va être compliqué. À moins que la répétition de ce soir va avoir un impact.
Après, je demande qu'à me tromper. Hein. Franchement, je serais ravi de me tromper. Mes réponses samedi soir, cher Patrice, 19h, passé de 40 secondes. Merci Didier Varro, merci Merci. Patrice Demailly. Merci Ludovic. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi. Merci à vous dans le chat pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leurs mamans, leurs voisins de TGV. Le stream est dispo en replay sur Twitch, sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, mais vous le savez, c'est franceinfo.fr. Le stream est disponible aussi en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuit, alors pas ce soir, mais plutôt demain sur Discord. Jules va mettre le lien s'il ne l'a pas déjà mis. Merci à vous dans le chat, bien sûr. Merci pour vos questions, vos humeurs déroutantes parfois, bienveillantes toujours. C'est un plaisir de vous lire, de lire vos questions, vos émois, vos coups de gueule. C'est votre espace, vous êtes ici chez vous. Et continuez à nous suivre, bien sûr. Merci, bien sûr, à Jérémy Alamodé. Merci à ma droite, à Cyril Balta à la Réal qui vous donne le son, le pixel, l'image. Merci à Camille Rio à la programmation. Salut Thierry Dupin qui était dans le studio, qui a rigolé avec nous. Avec nous dans le chat, on se retrouve mercredi prochain, 17h-19h, même endroit, même heure. Certainement de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.